Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de TV7 et Sud-Ouest. Nous sommes en direct pour ce grand débat organisé et consacré à la ville de Mont-de-Marsan. Bonjour Romain Baruc. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la rédaction départementale des Landes et nous allons co-animer ensemble ce débat. L'idée, c'est d'être ensemble pendant 1h15 et de débattre sur vos programmes, messieurs. Bonjour à tous, nous avons un peu plus d'une heure pour faire écho à vos propositions et poser les questions que vous nous avez fait parvenir sur les sites internet tv7.com et sudouest.fr. Merci pour vos questions, merci pour votre confiance. Je vous propose de commencer par une rapide carte d'identité consacrée à la ville avec quelques chiffres clés à retenir. Mont-de-Marsan, ville située en Nouvelle-Aquitaine. Elle compte aujourd'hui 31 592 habitants, une population en hausse depuis 6 ans. L'âge moyen est de 43 ans. Le taux de chômage s'élève à 5,8% en dessous de la moyenne nationale. Traversée par la Douze et le Midou, c'est une terre de rugby avec le stade Montois. Elle est aussi célèbre pour les fêtes de la Madeleine. Une capitale landaise confrontée à plusieurs défis. Redynamiser le centre-ville, moderniser ses équipements, faire avancer ses grands projets. Ici vivent les Montois et les Montoises. 5 listes sont en lice pour ces municipales. C'est la dernière ligne droite de cette campagne. Charles Daillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire sortant depuis 2017. Vous êtes président de l'agglomération également. Vous avez 58 ans et vous avez été directeur de Natixis. Vous êtes dorénavant candidat pour un nouveau mandat avec votre liste sans étiquette soutenue par LR, Horizon, Nouveau Centre et Nouvelle Énergie. Geneviève Dariussec, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été maire de Mont-de-Marsan en 2008 jusqu'à 2017, puis député MoDem des Landes. Vous avez également occupé des fonctions ministérielles, notamment le ministère de la Santé. Vous avez 69 ans et vous êtes tête de la liste Rassembler tout Mont 2. Frédéric Dutin, vous êtes le candidat de l'Union de la gauche, à l'exception de LFI, avec votre liste Mont-de-Marsan autrement. Vous êtes avocat, conseiller départemental et vous avez 56 ans. Nicolas Lerègle, vous êtes le candidat du RN et de l'UDR avec votre liste Pour changer la ville. Vous êtes avocat, vous avez 60 ans et vous êtes un nouveau visage sur la scène politique montoise. Et enfin, la 5e liste, c'est la petite dernière, une liste citoyenne sera également sur la ligne de départ. On ignore pour l'instant qui en sera à sa tête, mais elle n'a pas souhaité pour le moment participer à ce débat. Tout à fait. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre l'accent sur votre programme et de mettre vraiment le programme au cœur des débats. Vous aurez chacun la parole dans un premier temps, puis dans un second temps, vous pourrez débattre et rebondir sur ce qui a été dit. Cette campagne municipale a été rythmée par un climat assez délétère, notamment dû aux affaires judiciaires, et cela a pu parasiter la compréhension de vos programmes. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par ça, pour faire un point, et ensuite nous pourrons nous focaliser sur votre programme, sur vos valeurs et votre avenir pour cette ville de Mont-de-Marsan. Charles Daillot, vous êtes soupçonné de prise illégale d'intérêt dans la vente d'un bien immobilier municipal, de harcèlement moral, des affaires qui ont occupé cette campagne, comme cette histoire de permis de conduire. Vous auriez roulé sans pendant près de 3 ans. Vous dites ne jamais avoir reçu les courriers. Comment l'expliquez-vous ? D'abord, je voudrais vous remercier de nous inviter, parce que ça va nous donner l'occasion de parler sur le fond. Donc, il y a, vous l'avez cité, un climat politico-médiatico-juridique. Ce qui intéresse les Montois, que je rencontre depuis 6 ans, c'est le climat réel, ce qui se passe réellement. C'est les problématiques du quotidien. Donc, moi, on me parle surtout d'une place en crèche, d'une admission dans une EHPAD, d'un métier, d'un logement, des projets d'avenir aussi que nous portons. Le reste, c'est, comme par hasard, à quelques semaines des élections, de la vieille tambouille, de la vieille méthode, de la vieille politique, souvent orchestrée par celles et ceux qui n'ont pas grand-chose à dire sur le fond. Et donc, vous me permettrez, sur le temps qui nous est compté, de pouvoir réserver mes prises de parole sur le fond, ce qui intéresse les Montois au quotidien. Et c'est bien ce que j'ai dit, nous sommes tout à fait d'accord, nous allons sur le fond. Toutefois, le timing peut être discuté, ça tombe juste avant la campagne des municipales. Toutefois, c'est un fait avéré. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Vous avez un devoir d'exemplarité en tant que premier citoyen de la ville. Vous savez, quand je vais au contact des Montois depuis 6 ans, et même plus, et plus en ce moment,
Il n'y a pas, sur les 8000 ou 9000 sonnettes que j'ai poussées ces derniers temps, il n'y a pas un Montois qui met en cause ma probité ou mon honnêteté. On est pourtant sur un territoire qui est quand même assez accidentogène, les Landes. Voilà, s'il y avait eu un souci, vous auriez eu à répondre de ça. Tout ça vient de celles et ceux qui n'ont pas grand-chose à dire sur le fond. Et donc, on est dans la vieille méthode, la vieille politique. Vous savez, ce qui intéresse les Montois, c'est leur quotidien. C'est leur quotidien, c'est ce qu'on a fait et ce qu'on veut faire. Ce qu'on a fait à l'île aux Lolom, sur le quartier Saint-Médard, pour renforcer la police municipale, pour être plus performant. En tout cas, là-dessus, vous ne dites pas, dans acte, j'ai fait une erreur, je préfère qu'on passe à autre chose. Jusqu'à présent, que je sache, je suis disculpé et je n'ai pas été mis en cause. Donc, tout pour ça, c'est des conduire, c'est avéré. Je n'ai pas été mis en cause, en tout cas, sur ce que je plaide. Et tout ça sont de la tambouille, des méthodes qui sont d'un autre temps. Les Montois, d'ailleurs, souvent, je constate que ça détourne un peu les gens de la cause locale et de la politique. Je le déplore. Alors vous avez dit celles et ceux, là où vous êtes, vous mettez de la diplomatie. Toutefois, je crois que dans nos lignes sur Sud-Ouest, vous avez été un peu plus précis en nommant des personnes. Geneviève Darrieussecq, vous avez été visée là-dessus. On dit que vous auriez peut-être mis tout ça en avant pour justement que ça sorte juste avant les municipales. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Écoutez, moi je rejoins Charles Daillot sur un point, c'est que faut que nous passions à l'avenir et que nous laissions derrière nous toutes ces scories. Pour le reste, j'ai eu l'occasion de le dire, je n'ai pas de responsabilité particulière bien sûr, mais ça, c'est une chose... Donc vous démontez, c'est pas une manœuvre politique. C'est la justice qui est saisie, qui a été saisie par le préfet, qui a été saisie par un directeur, qui a été saisie par je ne sais pas qui pour le permis de conduire. Enfin bon, tout ça n'est pas au niveau d'une campagne électorale et n'est pas au niveau aussi de peut-être ce qu'on attend d'un élu. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde est présumé innocent. La justice va faire son travail et nous attendrons les conclusions de la justice. Voilà. On est bien d'accord, mais vous êtes d'accord que ça a pollué quand même votre campagne. Ce qui pollue aussi beaucoup la campagne, je vais le dire, moi, ce sont par exemple les réseaux sociaux avec des faux comptes multipliés qui attaquent sans arrêt, qui donnent des fausses nouvelles, parce que je n'emploie pas fake news, j'essaie de parler français, et qui inondent un petit peu des réseaux sociaux qui étaient préservés jusque-là et que l'on ne connaissait pas à Mont-de-Marsan. Tout ça, c'est de la mousse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'avenir. Ce qui m'intéresse, c'est de parler aux Montois, ce que je fais dans toutes mes réunions publiques, dans les quartiers directement, de répondre à leurs questions. Et ce qui est certain, c'est que ils sont intéressés par la marche de leur ville, par l'avenir de la ville, et ils souhaitent que le débat, que les choses s'apaisent dans cette ville, et ils trouveront la bonne personne pour que les choses s'apaisent. Frédéric Dutin, vous nous aviez dit ne pas vouloir commenter dans le fond cette affaire, néanmoins vous le constatez, l'ambiance est plus ou moins tendue durant cette campagne, notamment entre les deux anciens colistiers de 2020. Est-ce que mathématiquement ça pourrait faire vos affaires au soir du 22 mars ? Moi, c'est pas comme ça que je raisonne. Votre question initiale, c'est ce climat de campagne. Écoutez, moi, je ne vais pas changer de pied parce que je me retrouve aujourd'hui devant vous. Je n'ai jamais commenté quelque attaque que ce soit contre quelque candidat que ce soit au municipal, ni dans la presse écrite, audio. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas aujourd'hui. Moi, l'histoire du permis de conduire, de la prise illégale d'intérêt, du harcèlement, ça ne m'intéresse pas. Par contre, vous évoquez le climat de campagne, mais il ne date pas d'hier. Parce que c'est le climat de la mandature. Nous avons assisté pendant toute cette mandature, et notamment à l'occasion des conseils municipaux, des conseils communautaires, à ces querelles de personnes, à ces invectives, à ces reproches, qui finalement n'intéressaient personne, et surtout pas les Montoises et les Montois. Et donc, la campagne, elle n'est que le reflet de ce qui s'est passé. Il faut passer à autre chose. Il faut tourner effectivement cette page délétère, parce que ce mandat, c'est le mandat, oui, de la désunion, et finalement, cette désunion, c'est le mandat de la désillusion. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, ça n'est pas ce qu'attendent nos électeurs. Moi, ce que je veux, c'est mettre en place une campagne qui soit apaisée, et j'indique tout de même que j'ai été le premier, dès la présentation de ma liste, à aller sur le terrain du fond.
C'est moi qui ai parlé le premier de la mutuelle de santé. C'est moi qui ai parlé le premier de l'éclairage dans les quartiers. C'est moi qui ai parlé le premier de la lutte contre le narcotrafic. Parce que je voyais bien que cette campagne, c'était une campagne des petites phrases, qu'on allait rejouer ce qui s'est passé pendant 6 ans, et je n'en voulais pas. Et donc j'ai dit, allons sur le terrain du débat, qui est le débat politique. Voilà moi ce qui m'intéresse. Nicolas Lerègle, on sait généralement que le score du RN prospère quand ce genre d'affaire apparaît. Une aubaine pour vous ? Vous avez, je rejoins ce que vient de dire M. Dutin, d'une certaine façon, ce que vous venez de décrire, c'est le passé et un présent. La liste que je représente vise à se projeter dans l'avenir et à proposer aux Montoises et aux Montois une alternative qui ne soit pas celle des dernières années, des dernières mandatures, qui aboutissent à la situation que vous venez de décrire. Donc de ce point de vue-là, le climat actuel n'est en aucune façon lié au parti que je représente, que ce soit le RN et l'UDR, est lié tout simplement à des comportements qui sont ceux d'élus, sur lesquels je ne me prononcerai pas plus que cela. Et donc, il me profite, mais ce n'est pas une façon mesquine. Il me profite parce que les personnes qui sont autour de la table ont créé cette situation. Je n'en suis aucunement responsable. Au fond, j'ai de face à moi 3 candidats qui, à l'Assemblée nationale, siégeraient ensemble. Nous avons Horizon, nous avons le MoDem, nous avons le Parti socialiste tendance Olivier Faure. Donc, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ce que je souhaite présenter, c'est une alternative. Et donc, un avenir pour Mont-de-Marsan. Vous dites que ça n'intéresse pas les Montoises et les Montois, vous avez tous dit ça. Mais toutefois, tous les citoyens disent, nous on veut plus de transparence, on veut des élus qui soient droits dans leurs bottes. Donc je pense qu'effectivement, ça intéresse en fait, malgré tout. On a une question qui est justement sur la politique et les petites connivences qui peuvent peut-être avoir lieu. En tout cas, c'est une personne qui nous a envoyé ça et elle nous dit, pouvez-vous certifier qu'il n'y a eu aucun accord préalable entre la liste Dutin et la liste Darrieussecq pour une fusion des listes en faveur de Madame Darrieussecq au premier tour, enfin au second tour. Alors, vous me regardez, vous. C'est à vous que ça s'adresse en premier ? C'est à vous deux, écoutez, donc je me dis, y a strictement... y a-t-il un accord entre vous ? C'est assez étonnant cette question, mais c'est important d'y répondre. Je vais vous répondre, et là aussi je vais gagner du temps de parole. La réponse, elle tient en un seul mot, c'est non. Est-ce que je peux être plus clair que ça ? C'est non. Voilà. Après, pas d'accord pour le second tour. Mais écoutez, je sais qu'il y a une rumeur qui a couru, qui court, qui est entretenue. Là aussi, tout à l'heure, vous parlez de fake news. Très bien. Il ne faut pas oublier aussi que cette rumeur, elle était entretenue en disant que j'aurais sur ma liste un certain nombre de personnes. Il y avait des informations particulières. Tout cela s'est avéré totalement inexact. Écoutez, moi, je suis fier de ma liste. J'ai une liste de Montoises et de Montois qui sont engagés, qui représentent les quartiers, qui sont du monde associatif. Qu'est-ce que vous voulez que je fusionne ma liste ? J'ai une liste dont je suis fier et c'est cette liste qui veut diriger Mont-de-Marsan. Madame Darrieussecq ? Écoutez, je ferai la même réponse que Frédéric Dutin. Mais s'il vous rejoint au second tour, vous ne direz pas non. Et pourquoi ça serait moi qui la rejoindrais ? Non, mais moi je pense... je ne commente pas, moi je lis les questions de nos téléspectateurs. Écoutez, cette rumeur a été mise en avant par un média un petit peu particulier que nous avons sur notre territoire, avec lequel je n'entretiens aucune relation, et que je ne souhaite pas en entretenir. Et donc, bien sûr, c'est non. Et nous nous rencontrons dans des manifestations, dans des cérémonies. Nous nous saluons républicainement comme nous l'avons toujours fait, parce que je suis très républicaine et je crois que mes fonctions ministérielles, notamment parce que j'ai passé plus de temps au ministère des Armées qu'au ministère de la Santé. m'ont quand même et je suis de toute façon très républicaine. Donc voilà, mais tout ça, c'est encore de la mousse. C'est une rumeur. C'est une rumeur de plus. Autre question. Qui met de l'ambiance. Mettrez-vous en place des référendums locaux pour demander l'avis des Montois sur les sujets importants ? Comptez-vous réellement impliquer la population dans vos décisions ? On parle beaucoup de politique participative, de démocratie participative. Qu'en est-il, Monsieur Lerègle ? Est-ce que, pour vous, faire des référendums locaux, c'est envisageable ? Déjà, l'élection est un référendum, d'une certaine façon, puisque cela permet aux Montoises et aux Montois de se prononcer pour un programme et pour un parti.
Faut-il après faire des référendums Après, des fois, il y a des taux d'abstention qui sont importants aux élections. En revanche, quand c'est sur une question précise et qu'il y a un référendum, la population se mobilise. Écoutez, à ma connaissance, si cette idée de référendum était la première fois exprimée de mémoire par Ségolène Royal à un moment qui voulait faire des débats participatifs, il n'y en a pas eu par la force des choses puisqu'elle n'a pas été élue. Et ensuite, je n'ai pas la mémoire que cela a été fait d'une façon ou d'une autre sur Mont-de-Marsan au cours des 10 dernières années ou des 15 dernières années. Donc pour vous, c'est non? C'est pas non, c'est comme tout. Il faut savoir aussi s'adapter éventuellement à certaines questions qui pourraient se poser et qui nécessiteraient en effet d'avoir un aval de la population. Mais a priori, vous les définir aujourd'hui, ça serait complètement ridicule de dire « Ah bah oui, je vais le faire » ou « Non, je vais pas le faire ». Monsieur Daillot? Oui, consulter la population, il faut le faire. Juste une chose, et je sais que Est-ce ça que va vous pas avez vous plaire. déjà fait des référendums locaux? Juste une petite chose. J'ai senti un peu d'embarras dans la réponse de Geneviève Darrieussecq et de Frédéric Dutin tout à l'heure. Je crois que c'est un secret de polichinelle quant au fait qu'il y a Ils ont été assez clairs, à je sais pas si on minima peut un voir. pacte de non-agression, voire une entente pour la suite. Je trouve ça assez rigolo de voir cette géométrie variable quand on voit Frédéric Dutin il y a quelque temps qui était vraiment braqué contre Geneviève Darrieussecq. Il y a une petite proximité. Donc pour vous, il n'y a pas de fumée sans feu, il y aura une promiscuité vous savez, au second tour. Les Ok. gens ne sont pas dupes. C'est un peu désolant. Moi, j'ai une liste qui est la plus citoyenne au sens noble du terme. Je n'ai pas une liste des partis politiques. Je ne suis pas le candidat de militants. Et je trouve que voilà, les gens veulent dépasser ça, ces petites tambouilles, ces petites ententes. Personne n'est dupe. Vous avez raison. Les gens veulent s'impliquer dans les décisions locales. C'est ce qu'on a fait sur bon nombre de sujets. De là à consulter pour un oui ou pour un non, parce qu'il faut aussi faire avancer les choses. Il ne faut pas appuyer tout le temps sur le bouton pause. Mais ce que j'entends quand je vais dans les quartiers, c'est ça. Donc il n'y a pas un dossier pour l'instant qui mériterait un référendum sur Il y Mont-de-Marsan. aura certainement des dossiers structurants. Je parlais de la piétonisation, par exemple, du centre-ville. Est-ce que la ville que nous avons, qui est une ville à taille humaine, est prête à complètement piétoniser ? On a 50% de oui, 50% de non. Il y a peut-être des choses où il faut consulter sur des sujets comme ça. C'est Donc des c'est sujets possible. de terrain. Oui, bien Ok. sûr. Madame Darrieussecq. Écoutez, je vois que Charles Daillot entretient les faux messages. C'est vraiment les fake news. C'est étonnant quand même comme posture. Bon, sur votre question qui est très Oui, intéressante. on a dit qu'on rentrait dans le fond des sujets maintenant. J'ai déjà effectué, pas un référendum au sens strict du terme, mais une consultation de la population en 2009-2010, quand j'ai été élue dans mon premier mandat de maire, pour la construction de la médiathèque. Savoir si les Montois voulaient cette infrastructure culturelle. Et alors, ce n'était pas un vote dans des urnes, c'était des flyers à nous retourner avec... Nous avions eu beaucoup de réponses, et des réponses qui étaient intéressantes à déchiffrer, qui nous avaient engagés dans ce projet ensuite, parce que la réponse majoritaire, très majoritaire... Donc ça, c'est pour le passé. Pour l'avenir? Et pour oui, l'avenir, ou non? oui, je souhaite consulter directement la population sur des grands projets. Sur le projet du musée, sur le projet potentiellement... le musée, parce que c'est celui qui impactera le plus les finances de la ville. Il faut aussi... interroger la population, par exemple, sur le devenir du centre-ville. Je crois qu'il y aura des moments où nous devrons demander à la population ce qu'elle souhaite. Deuxième niveau de démocratie pour moi, ce sont les conseils de quartier. Les conseils de quartier qui existent vraiment. J'en avais créé 9. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins nombreux et beaucoup moins actifs. Je compte réactiver ces conseils de quartier parce que on leur donne... on demande leur avis sur tous les projets de la ville et ce sont des vrais relais de démocratie de proximité. Donc je suis très attachée, moi, à la participation des citoyens dans l'établissement des politiques de la ville. Monsieur Dutin, même question. D'abord, moi, je voudrais revenir évidemment sur le point, sur la relance de Charles Daillot. On est une patrie de rugby, mais là, on est sur une relance de l'embut. Non, franchement... Ça peut marcher, des fois. Oui, mais d'accord, mais Monsieur Daillot, je pense que ça ne va pas être comme ça tout le débat. Vous êtes dans une position de posture, Monsieur Daillot. Et à force d'être dans une position de posture, vous frisez l'imposture. Donc stop. Je ne vais pas faire un débat de petites phrases avec vous, mais il faudrait peut-être qu'effectivement ça cesse. Il n'y a pas d'accord avec Geneviève Darrieussecq, que les choses soient claires. Et si vous voulez les colporter jusqu'à la fin de ce débat, vous le ferez, mais tout seul. Sur le problème des référendums, prenons un exemple. Parce que sur ce point-là, moi, je n'ai pas d'avis.
est-ce qu'il faut, pour relancer le centre-ville, est-ce qu'il faut le piétoniser ou pas le piétoniser? Eh bien, ça ne peut pas venir uniquement de l'équipe qui est en place. Ça n'est pas le maire et son équipe de 39 personnes qui peuvent décider cela. Ça revient, la décision doit revenir aux Montoises et aux Montois, parce que c'est structurant. Donc, référendum pour des projets structurants, oui. Référendum pour tout. Donc vous êtes d'accord sur ce Référendum point-là. pour tout, non. Mais je voudrais ajouter une chose. Vous savez, il ne faut pas qu'il y ait une liste citoyenne qui intervienne pour dire que nous ne représentons pas les citoyens. D'abord, nous représentons, et sur ma liste, il y a des citoyens Peut-être non que tous encartés. ne se sentent pas représentés, en revanche. J'indique, parce que ça aussi c'est une rhétorique de Charles Daillot, moi je suis sans étiquette. Enfin, Faites une fixette sur moi. vous êtes tout de même soutenu par un certain nombre de partis. On l'a dit au départ. Et il me semble bien que vous avez postulé pour représenter votre parti au niveau départemental. C'est le maire de Dax qui a obtenu cette étiquette-là. Donc écoutez... Vous tendiez la main à LFI il n'y a pas plus tard Stop. Moi ce que je dis effectivement, c'est qu'aujourd'hui ce débat, il doit être un débat citoyen. Et oui, donner la parole aux citoyens, c'est quelque chose qui ne me choque pas et que nous pratiquerons. Mais effectivement, il y a une 5e liste citoyenne qui est en train de se constituer. Donc vous verrez bien les projets dont elle Est-ce à dire que nous ne sommes pas, nous aussi, des listes citoyennes? Bien sûr que si. Alors, sans étiquette, bien évidemment, et de la vie civile, voilà, qui n'ont pas participé Et jusqu'à elle n'a maintenant. pas voulu participer à votre débat. Oui, effectivement. Ils n'ont pas encore de tête de liste, mais après, ils ont le droit d'accepter ou de Il refuser. reste encore 3 semaines pour trouver une tout à tête de fait. liste. Alors, je vous propose maintenant de rentrer dans les dossiers, puisque vous êtes tous d'accord sur cette question. Vous avez envie de parler du fond de vos programmes. Et pour cela, on vous propose une première thématique, c'est l'attractivité de votre ville. Alors, je vais vous proposer un petit tour de table rapide, déjà pour avoir votre sentiment. C'est important, avant de nous parler de vos projets, de vos engagements. Est-ce qu'il fait bon vivre à Mont-de-Marsan, monsieur Le Règle? Mont-de-Marsan est une ville très agréable, dans laquelle, en effet, il fait bon vivre. Il pourrait même faire encore mieux vivre et encore améliorer cette situation. Et je pense que le problème, en effet, est celui de l'attractivité de la ville. C'est-à-dire, Mont-de-Marsan est une ville qui, sur le papier, est attractive, mais la réalité fait que c'est surtout sa périphérie qui profite de cette attractivité. Centre commercial à l'extérieur, les gens préfèrent habiter dans les communes avoisinantes parce qu'ils trouvent plus facilement des maisons avec des jardins. Donc vous avez de ce point de vue-là une sorte de dichotomie. On a une ville qui est agréable peut-être parce que, non pas elle perd des habitants, mais parce que les habitants vont vivre ailleurs. Ils ne trouvent pas de commerce, donc ils vont faire leurs courses ailleurs, ainsi de suite. Donc oui, on ne va pas dire que c'est une ville dans laquelle il ne fait pas bon vivre. Il y a des problèmes de sécurité, de transport, d'infrastructure, on va pouvoir les lister. Mais de ce point de vue-là, et il manque, et c'est peut-être la base un peu de notre programme en termes d'attractivité, il manque réellement une sorte d'identité que l'on pourrait développer. Oui, on va en parler précisément, oui. Mais en tout cas, vous dites il fait bon vivre, mais parfois il fait mieux vivre à côté de Mont-de-Marsan que dans Mont-de-Marsan. Voilà, si je comprends bien, si je résume. Très bien. Monsieur Dayouf. Je crois que c'est les néo-montois qui en parlent le mieux. Vous savez qu'on est une ville militaire, on est une ville avec beaucoup de mercato, entre guillemets, avec des mutations, et je rencontre régulièrement les néo-montois, la population sous-nouvelle, et eux, ils témoignent du fait qu'on est pas une ville de taille moyenne, une ville à taille humaine. Je dis souvent la ville du quart d'heure, c'est un quart d'heure pour aller en forêt, un quart d'heure pour aller au stade, 5 minutes pour aller dans un hôpital où on peut soigner 90% des cas. Donc on a un potentiel, bien évidemment tout n'est pas parfait, il y a encore des pistes d'amélioration, mais c'est la ville, et on a vu des regains d'intérêt pour des villes de cette taille-là après le Covid, parce qu'il y fait bon vivre, les gens se connaissent, le maire il a presque la moitié de la population a le portable du maire, on est à portée, à proximité des gens, et c'est ça qui est marquant, avec en plus un microclimat exceptionnel sur une ville de cette taille-là. C'est 45 sports différents, 10 000 licenciés, c'est des outils de culture qu'on n'a pas forcément ailleurs. Et donc, à ce titre-là, même si tout n'est pas parfait, je pense que cette ville-là, il y fait bon vivre, elle est malgré tout apaisée. Il y a des pistes de progrès, comme partout, bien évidemment. Je pense que quand on compare par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs, c'est une ville qui me paraît être la ville avec la taille et le format et l'esprit idéal. Vous partagez cette vision, Madame Dariussec ? Je partage le fait qu'il fait bon vivre à Mont-de-Marsan et j'ai toujours été très heureuse d'y vivre. J'y suis depuis 1980, j'y ai élevé mes enfants et d'ailleurs j'y ai des petits-enfants aussi.
Et je dois dire que oui, c'est une ville qui est formidable pour les familles, pour pratiquer des sports, pour pouvoir accéder à la culture. C'est une ville où on peut se soigner, on a un hôpital remarquable. Bon, c'est une ville qui a beaucoup de qualités, mais bien sûr, et beaucoup d'atouts. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que tout est fait et beaucoup de choses restent à développer pour donner encore plus d'atouts et d'attractivité à la ville et surtout pour le bien-être des habitants. Et je crois que c'est ça que nous cherchons et c'est ça que je cherche moi en tout cas. Mais dans tous les quartiers où j'ai posé la question, parce que pendant tout l'automne, j'ai sillonné la ville avec mes équipes dans tous les quartiers, nous posions la question aux habitants. Bien sûr, ils nous signalaient des dysfonctionnements dans leur quartier, mais ils nous disaient tous que oui, ils étaient heureux de vivre à Mont-de-Marsan. Et ça, c'est important. Je reprends vos mots, Monsieur Dutin, vacances commerciales élevées, le centre-ville s'éteint, l'échec du projet des nouvelles galeries, tout ça c'est dans votre programme. Tout va si mal pour le centre-ville de Mont-de-Marsan ? Mais Monsieur Baruc, moi je l'aime, ma ville de Mont-de-Marsan. Je l'aime, ma ville de Mont-de-Marsan. Alors, quand on me pose la question de savoir si tout est catastrophique à Mont-de-Marsan, moi, je vais la défendre bec et ongle. Par contre, effectivement, parce que j'y suis né, j'ai grandi au Castor de Barbe d'Or, derrière le stade de Guiboni, j'ai joué au rugby, j'y ai fait ma vie professionnelle, ma vie de famille, j'ai mes enfants aussi qui sont allés à l'école. Donc oui, je l'aime. Mais par contre, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est un constat. C'est une ville qui est au ralenti. Et c'est une ville qui est sans vision. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas sa ville quand on dit ça. Ça veut dire tout simplement qu'on doit être porteur. Et puis, si nous voulons les uns et les autres devenir maires, c'est parce que nous avons aussi quelque chose à porter. Eh bien, moi, je vais être porteur du futur de Mont-de-Marsan. Et je considère qu'aujourd'hui, Mont-de-Marsan, oui, c'est une ville agréable, mais c'est une ville qui est au ralenti et sans vision. Par rapport au commerce, puisque vous dites au ralenti, la vacance commerciale, est-ce que vous avez des engagements à donner là-dessus, Madame Darrieussecq ? Oui, alors au ralenti, je ne sais pas. Quand j'ai été maire en 2008, c'était vraiment une ville au ralenti. Nous avons fait le projet des berges, nous avons rénové des places, engagé une vraie transformation de la ville et réalisé beaucoup d'infrastructures importantes pour la ville, y compris routières, qui ont décongestionné la ville. Bon, beaucoup de choses ont été faites et ont été poursuivies d'ailleurs. Je n'ai pas tout fait, loin de là, et il y a encore beaucoup de travail. Mais nous avons une dynamique de cœur de ville. Le cœur de ville à Mont-de-Marsan, il est tout petit. Nous avons une dynamique de cœur de ville qui n'existe plus. Il n'y a plus d'attractivité. Je suis désolée qu'à part... excepté le samedi matin où nous avons un marché remarquable avec beaucoup de fréquentation, le reste du temps... vous parliez de votre famille, de vos petits-enfants. Est-ce qu'on va à Mont-de-Marsan le samedi et les autres jours de la semaine pour se balader, pour aller boire un verre, Alors moi j'y vais parce que j'habite au centre-ville, au cœur de ville, donc j'y vais. J'y suis même toujours, et les Montois le savent bien. Mais il faut que nous redonnions cette envie d'aller dans ce centre-ville. Justement, cette vacance commerciale, comment est-ce que vous la contrez ? Ce n'est pas le cas que de Mont-de-Marsan, bien évidemment. Beaucoup de villes ont ce souci-là. Mais vous, concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour votre commune ? Dans un centre-ville, il n'y a pas... c'est un tout. Il y a d'abord les espaces publics, il faut les embellir, il faut les sécuriser. Et il faut que l'on puisse avoir envie d'y déambuler, bien entendu. Il y a bien sûr les commerces. Les commerces aujourd'hui sont en grande difficulté, majoritairement dans nos villes moyennes, mais pas que. Je vois à Paris des arrondissements où il y a beaucoup de vacances commerciales. Je pense qu'il y a des habitudes de consommation qui ont beaucoup évolué et qui évoluent beaucoup. Donc nous devons aller vers des commerces innovants, nous devons travailler avec les commerçants pour développer des concepts différents, nouveaux, qui seraient attractifs pour le centre-ville. Et bien sûr, il y a des animations à porter. Donc il faut que ce soit agréable, qu'on ait envie d'y aller et qu'il y ait un vrai intérêt à pouvoir fréquenter ces lieux. Je pensais entendre parler des nouvelles galeries. Ça a été quand même un projet phare, Monsieur Daillot, de votre mandat. Il est quand même bloqué depuis 3 ans. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ces nouvelles galeries vides ? Alors, j'entends parler de Paris, on va revenir à Mont-de-Marsan. C'est à Mont-de-Marsan que ça ne se passe pas à Paris. D'abord, pour parler de centre-ville, je vous réponds sur les nouvelles galeries. Ce n'est pas uniquement le commerce. Alors, sur le commerce, il se trouve que, comme toutes les villes de cette taille-là, les grandes surfaces, les habitudes de consommation sur le non-alimentaire par Internet ont brouillé les choses, ont changé les choses. Il faut s'adapter à ça. On a entamé depuis 2018 une action cœur de ville qui a permis de diviser par 2 la proportion de commerce vacant. Ce n'est pas suffisant.
On est sur un Quand petit vous dites périmètre. entamer, ça veut dire que En vous 2008, on a aidez démarré. les aide commerçants à s'installer de diverses façons. Sur le volet commercial, en préemptant des locaux, en aidant des nouveaux porteurs de projets, en faisant des animations éphémères, plus de 70 animations par an, la brocante. Mais il n'y a pas que le volet commerce, il y a le volet logement. Tout à l'heure, dans votre petit film, il y avait le fait que Mont-de-Marsan regagne des habitants depuis 2008. Je ne m'attribue pas ce gain-là, mais ce que je constate, on en perd d'avant, on en regagne. Des gens qui viennent habiter en cœur de ville. Il faut pouvoir rénover des logements. On a rénové 62 façades. On parlera tout à l'heure d'une école en cœur de ville. Il faut défendre cette école en cœur de ville, maintenir le café-musique en cœur de ville. On a fait une scène de musique actuelle que tout le Grand Sud nous envie. C'est ça aussi l'attractivité. Cette trame verte que nous faisons à l'îlot Lolom. On a rendu à la nature 7000 m² au port, en hyper cœur de ville, avec un projet d'en faire une trame verte de la gare aux arènes. C'est de ça dont on parle. Consommer la ville, certes, sur le commerce, mais la consommer autrement aussi, pouvoir déambuler, pouvoir permettre aux déplacements doux, aux poussettes, aux PMR, aux vélos de pouvoir aller en ville. C'est ça que l'on défend. Le projet du musée en est une illustration. On en On en parlera après. C'est une Juste illustration. pour vous reposer la question sur les nouvelles galeries, le projet est bloqué depuis 3 ans. Est-ce que le projet, 25 millions d'euros, je le rappelle, est viable pour le prochain mandat? Très simple, très rapide. Pour le 2005-2008, ça périclite. 2005-2008. 2008, ça ferme. Entre 2008 et 2017, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est une façon peut-être qui n'a pas porté ses fruits, de rentrer en conflit avec la propriétaire de l'époque et de faire une expropriation. Ça n'a pas marché. C'était même hasardeux et risqué. 2017-2008, on renoue des liens. On arrive à prendre possession de ce bien-là, qui appartient désormais à la mairie. Ça a coûté 500 000 euros à la finance, aux finances de Mont-de-Marsan. 500 000 euros pour un bâtiment de cœur de ville immense, dont les travaux démarrent aujourd'hui avec la résidence étudiante, qui va amener 25 millions d'euros de travaux. C'est un levier énorme avec 100 emplois induits. Je déplore sur ce dossier qu'il y ait eu l'intérêt général qui soit mis au second plan, que des hôteliers, nombreux au début, très peu nombreux, plutôt des amis de M. Dutin, il le sait, bloque ce dossier-là. On a gagné en première instance. On est dans un schéma juridique. Vous allez voir que ça va se débloquer comme par hasard après les élections. De quoi on parle? Des pieds d'immeubles avec des commerces, du médical, une salle de sport, un hôtel. On a 3 hôtels qui ont fermé quasiment à Mont-de-Marsan. On envoie notre office de tourisme des séminaires à Dax, à Pau. C'est pas ça que je veux pour ma cœur de ville. Quand je pense aux nouvelles galeries avec ces démarches qui ont visé à bloquer ce dossier-là, moi je pense surtout aux commerces qui sont en bas et qui ont en face d'eux des rideaux fermés, choses comme ça. On a réussi malgré tout à baisser la vacance de moitié. Mais sur ce dossier des nouvelles galeries, moi je me battrai avec beaucoup de force parce qu'on y croit, les investisseurs sont là, et le levier de l'argent public est très petit par rapport à ce que ça peut apporter. Monsieur Dutin, sur les nouvelles galeries? Sur les nouvelles galeries et sur le centre, je vais répondre aux nouvelles galeries. Mais mes propositions sur le centre. J'ai ma fille qui adore faire des puzzles. Si on veut recréer l'image du centre-ville, ben, il faut se servir de plusieurs pièces de puzzle. Et je vais être extrêmement concret parce que je crois qu'il faut l'être. Alors ça blablate, mais il faut être concret. C'est quoi ces pièces du puzzle? C'est la pièce de l'animation. Ce qu'on veut faire, nous, c'est un festival des berges. C'est relancer Mont-de-Marsan Sculpture, qui a été en marqueur fort de Mont-de-Marsan. C'est l'opération Mont-de-Marsan est à vous, c'est-à-dire la piétonisation le premier samedi du mois de Mont-de-Marsan en créant de l'animation. C'est une maison des initiatives aux anciennes halles. Deuxième pièce du puzzle, il faut investir. Il faut investir comment? On veut créer un parking supplémentaire, on veut restructurer les places de la mairie et Planco avec la végétalisation. On meurt de chaud à Mont-de-Marsan l'été. On veut créer une maison des associations, un kiosque à musique. Remettre des fontaines qui coulent. On est une ville du Sud, on a plusieurs fontaines, il n'y en a aucune qui coule. Troisième pièce du puzzle, l'accessibilité, un réseau cyclable continu, la requalification de la place du Sablard, qui est infernale, on s'y intéressera quand il y aura un accident grave, c'est ce qui risque d'arriver. Mise en accessibilité des trottoirs et des rues, étude sur la gratuité des transports, il faut sécuriser. Quatrième pièce, lutte contre le narcotrafic, on remet des caméras de vidéosurveillance à des endroits ciblés, et puis on lutte contre la clochardisation du centre-ville. Les Montoises et les Montois nous en parlent, avec ces chiens errants en centre-ville, avec effectivement ces sujets qui se posent à Mont-de-Marsan depuis Noël. Qu'est-ce que nous avons eu à Noël? Nous avons eu une agression homophobe. Nous avons eu des coups de poignard dans le cas de coups de couteau dans le cadre d'un trafic de stupéfiants pratiquement sous les fenêtres du maire. Et là, il y a 2 jours, nous avons eu le braquage du petit Proxy. Mais sinon, tout va bien.
Alors je ne dis Après, pas que c'est Chicago, mais je dis qu'il Voilà, y a ce que j'allais vous effectivement dire. il y a des sujets. Et donc, il faut sécuriser ce centre-ville. 5e pièce du puzzle, vous l'évoquiez tout à l'heure, oui, il y a la nécessité que la mairie soit actrice de racheter des locaux, de mettre en place des boutiques tests dans le cadre effectivement de l'occupation temporaire. Ça, c'est des mesures concrètes, très concrètes. Les nouvelles galeries. Bon, stop, on repart encore, c'est la faute à Dutin, c'est la... Bon, écoutez, en tout état de cause, l'échec des nouvelles galeries, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Depuis, effectivement, les années que vous évoquez, 2008 et aujourd'hui en 2000... Concrètement, si vous êtes élu en mars, D'abord, le 22, je fais un tout les petit nouvelles peu... galeries, qu'est-ce que vous en faites? D'abord, je fais un tout petit peu de droit. Il y a un problème juridique. Donc, on s'assoit et on prend à bras-le-corps ce problème juridique. Aujourd'hui, la mairie ne détient pas les nouvelles galeries. Il va bien falloir discuter avec ceux qui portent effectivement ce projet. Ce qu'il faut effectivement... Oui, alors, je sais qu'on a bradé effectivement le foncier à l'euro symbolique, mais ça, on pourra effectivement en reparler. Qu'est-ce qu'on veut faire, nous, à l'emplacement des nouvelles galeries, si nous reprenons effectivement la main? On veut en faire ce qui a toujours été les nouvelles galeries, c'est-à-dire un lieu de... non pas simplement de passage, un hôtel c'est un lieu de passage, mais on veut un lieu de partage. Aux nouvelles galeries, c'était intergénérationnel, les Montois s'y retrouvaient, discutaient. Donc, on fait revenir le campus, le campus avec les étudiants, le campus connecté. On fait un lieu de formation pour adultes. Donc rénovation, mais pas la même utilisation. Pas la même utilisation. Et surtout, En rénovation, le budget. Alors, est-ce que vous êtes sur les mêmes proportions? on peut partir sur un autre portage. On est comptable des finances publiques et on gère de l'argent public. On peut créer une zone d'activité économique avec, par exemple, une société d'économie mixte, type la Satel. Pourquoi? Parce que cette société va s'y retrouver avec une partie de notre projet, c'est-à-dire des logements de qualité, pour ensuite, en plus, relancer le centre-ville, et créer également un lieu qui sera commerce, habitat, refaire venir des étudiants et de la formation dans le cadre effectivement d'un portage financier qui impactera moins évidemment les finances publiques, parce que je n'ignore pas En tout cas, c'est une pièce maîtresse de votre puzzle, évidemment, je le comprends bien. les nouvelles galeries, c'est le vaisseau Règle. amiral de Mont-de-Marsan, et aujourd'hui, et depuis des années, c'est un bateau fantôme, une verrue en plein centre-ville de Mont-de-Marsan. Ça ne peut plus durer. Pièce maîtresse du puzzle ou pas, les nouvelles galeries, monsieur Le Règle? Bah écoutez, déjà, quand j'entends mes trois compétiteurs, je pense que je suis assez déçu, je dirais, par la situation actuelle des nouvelles galeries. Au fond, c'est la résultante de 10 ans, 15 ans, peu importe, d'atermoiement et surtout d'une situation où nous avons en effet aujourd'hui un bâtiment qui a de la place et qui est... je dirais pas entretenu et pas valorisé. J'entends des informations qui sont très contradictoires. Est-ce que la mairie en est propriétaire? Est-ce que la mairie en est pas propriétaire? Et au fond, pour moi, c'est pas vraiment le sujet. Oui, mais vous le savez ou vous le savez pas? Elle est propriétaire. Bah, on m'a dit que non. Ah oui, mais le 22 mars, il faudra savoir si vous l'êtes ou si vous ne l'êtes pas. Mais vous savez, j'ai interrogé un de vos journalistes à qui j'ai posé la question, il ne savait pas me répondre. Ah oui, mais nous, on est journalistes, on n'est Donc, pas candidat non, à la mairie, monsieur. Donc, je suis bien d'accord. Voilà, pas pour l'instant en tout cas. Non, mais je lui ai posé la question parce qu'il avait fait un article sur cette question. Et il m'a répondu. Visiblement, c'est pas très clair. Je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les cas de figure, un projet comme celui-ci doit être un projet privé ou doit faire l'objet d'un partenariat public-privé, mais c'est un projet privé. On fait appel à des investisseurs, on fait appel à des commerçants, à des exploitants de salles. Quelle vision vous avez pour ces nouvelles galeries? En faire un centre d'attractivité, un pôle où en effet il y a un hôtel, mais pas un hôtel éventuellement 3 étoiles, avec une catégorie supérieure, où il y ait des salles de sport, un business center, pour reprendre un néologisme anglais, qui puisse permettre d'attirer les gens pour venir travailler d'une façon tranquille. Mais c'est un projet de centre-ville. Quand je regarde le centre-ville de Mont-de-Marsan, c'est un petit centre-ville qui n'est pas valorisé. C'est pas un gigantesque centre-ville, il n'est pas valorisé. Et il n'y a aucun endroit où on peut déambuler. Le mot a été utilisé, je crois, par Mme Dariussec et par M. Dutin, voire même par M. Daillou. On ne déambule pas. Il ou l'homme, un peu. Avec des boutiques, avec des restaurants. Les boutiques sont fermées pour la plupart. Et donc c'est quoi votre solution? Ma solution, c'est de rénover le centre-ville, mais non pas en refaisant uniquement des infrastructures ou des éléments de cette nature, mais c'est plutôt en faisant venir de nouvelles catégories de commerce, de nouvelles activités, de rénover en effet, de demander à ce que les opérateurs des nouvelles galeries aient une approche qui soit
profitable pour tous, mais c'est aussi de s'intéresser à la périphérie du centre-ville. Ça ne sert à rien de faire un centre-ville qui soit très efficace ou valorisé si les gens ne peuvent pas y accéder, si ça apparaît comme un îlot, je dirais, de commerce et de prospérité dans la ville, alors que vous aurez des quartiers qui seront un peu délaissés de ce point de vue-là. Donc un centre-ville n'a d'intérêt que s'il est un facteur de développement pour la totalité de la ville, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous propose de passer à une autre thématique. Vous vouliez réagir, Madame Darrieussecq. Allons-y. Je n'ai pas vraiment parlé des nouvelles galeries. Alors, allez-y. D'abord, je ne peux pas laisser dire que la vacance a diminué de moitié dans le centre-ville, parce que la vacance commerciale... Enfin, il suffit de descendre les rues, de se promener et de voir les boutiques fermées. Donc, tout le monde peut voir qu'il y a une vacance qui augmente, et je le regrette. Et je ne le mets pas particulièrement en responsabilité à Charles Daillot, parce que je sais que c'est difficile et qu'il faut rester très humble par rapport à ces sujets, et qu'on ne commande pas ici les grands groupes qui gèrent ces choses-là. Donc, mais la vacance est vraiment dramatique dans le centre-ville de Mont-de-Marsan, dans l'hypercentre. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est vraiment une vraie difficulté. Il faut travailler sur les espaces publics, j'ai dit, les apaiser, pouvoir avoir plaisir à venir. Les rues commerçantes sont encombrées de véhicules en permanence, de voitures garées sur les trottoirs, garées sur des places autorisées, de véhicules qui passent au milieu, qui ne viennent pas fréquenter le centre-ville, qui en font un itinéraire. C'est un itinéraire, la rue Gambetta, de passage. Donc il faut arrêter ça. Donc piétonisation ? Alors, piétonisation ou semi-piétonisation, c'est pas quelque chose que je déciderai, c'est quelque chose que l'on travaillera collectivement avec les habitants, les commerçants. Je veux vraiment faire un projet collaboratif. Et les galeries, alors les galeries, j'en entends parler. Bien sûr, il y avait une propriétaire qui avait 85 ans quand les galeries sont fermées et qui est décédée à 95 ans, et c'est là où les galeries ont pu être achetées par la ville, parce que la propriétaire est décédée. Mais je veux dire quand même qu'on a un problème juridique lourd, parce que il y a un lauréat d'un concours qui a été décidé avec un jury, et que ce lauréat, il est sous promesse de vente, et qu'il a un projet, et qu'il a obtenu un permis de construire aujourd'hui, purgé de tout recours. C'est très technique, mais ça veut dire qu'il y a un engagement fort. Et que pour faire en sorte que ce lauréat se retire, je parle à Monsieur Dutin, ça va poser quand même quelques problèmes, et ça va certainement coûter très cher. Donc je crois vraiment qu'il faut qu'on continue à travailler avec ces lauréats. Ils peuvent peut-être modifier leur projet, ils vont peut-être être obligés de le faire, parce que il me semble qu'il y a un immeuble qui aurait pu être préempté, qui n'a pas été, il y a un sujet de vente d'immeuble qui était inclus dans ce périmètre, mais nous avons besoin de travailler avec eux. Et c'est un projet privé, et moi je ne suis pas contre un hôtel à cet endroit-là. Nous avons besoin d'hôtels à Mont-de-Marsan. Nous avons une base aérienne avec des activités fortes, ils ont besoin d'hébergement. Donc vous êtes plutôt 3 à être d'accord pour un hôtel, plutôt haut de gamme. Vous avez parlé de congrès, vous avez parlé de population élevée, vous aussi. Donc un hôtel plutôt de luxe, dans ces nouvelles galeries. Luxe. Vous avez dit 3 étoiles, pas plus que 3 étoiles. Donc pour moi, 4 étoiles, oui, ça commence à être un bon hôtel. Oui. Voilà, donc c'est pour ça. C'est pas un palace. J'ai pas dit palace, mais et bien 4 étoiles au moins. Des activités. Okay. En fait, dans ce concours, il y avait des activités qui étaient programmées. Donc peut-être que l'on peut modifier tout cela, mais enfin, je veux dire à Monsieur Dutin, attention à vouloir tout changer. Ça pourrait coûter très très cher à la ville, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut envisager avec beaucoup de prudence. En tout cas, c'est intéressant de voir vos différences de point de vue sur ce dossier-là. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. On est en train de dire il faut un hôtel, il faut pas un hôtel, etc. On est chez les dingues. Vous savez qu'il n'y a eu aucune étude de marché en la matière qui ait été diffusée. La seule étude de marché qui existe, c'est justement de l'hôtel qui nous dit moi je veux m'implanter parce qu'il va y avoir une solution. Aucune étude de marché diffusée en conseil municipal au niveau des élus pour dire si oui ou non on a besoin d'un hôtel. Mais on dit l'hôtel il est incontournable, mais on ne sait pas. Alors, je vais rappeler. Et on finit avec cette thématique juste après. Je vais rappeler à M. Dutin qu'on n'est pas en URSS.
et qu'on ne décrète pas comme ça une étude de marché. Imaginons que le groupe Accor, qui est un groupe international, vienne comme ça, au hasard, implanter un hôtel là pour les beaux yeux de Charles Daillot. Vous imaginez bien qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Notre office du tourisme n'arrive pas à... voilà, je rejoins Geneviève Darrieussecq là-dessus. Il y avait un exercice Orion avec des pilotes internationaux, etc. On ne sait pas où les loger. Ce qui est important, et là il y a un enjeu où on peut se rejoindre, c'est que oui, ce cœur de ville, la rue Gambetta, Cordelier, alors je vous inviterai à visiter Mont-de-Marsan. C'est un petit cœur de ville. Là, il faut améliorer, trouver la solution pour plus de végétalisation, plus d'ombre, redynamiser aussi l'association des commerçants. On n'a pas attendu M. Dutin pour préempter, acheter 5 ou 6 commerces pour permettre à des porteurs de projets de pouvoir grandir sans avoir à subir des loyers trop élevés. Ça, il faut le continuer. La difficulté, ce serait carrément de refaire cette rue Gambetta. Mais fermer pendant 6 mois une rue pour faire des travaux, ça pose d'autres problèmes, vous l'imaginez bien, pour la survie des commerces. Donc il faudra trouver le juste milieu avec les commerçants. On parlait de démocratie, il faut parler avec eux pour faire des choix sur cette végétaliser, de l'ombrage. Moi, le flux de voitures qui passe, peut-être que ça peut choquer quand on est dans des grandes villes piétonnes où il y a cette habitude-là. On est à Bordeaux ici, il faut faire du vélo à Bordeaux. Mont-de-Marsan, c'est un peu différent. On a des parkings gratuits, 2 heures gratuites, et on a 200 ou 300 places de parking, toujours à moins de 100 mètres du cœur de ville. Il faut essayer de trouver les bonnes habitudes par rapport à ça. Alors, je vous propose de passer à la thématique suivante. Il s'agit de culture. Et je vous rassure, Romain Baruch connaît très, très bien le centre-ville de Mont-de-Marsan. Le Sud-Ouest, c'est aussi une culture. Hein. On est bien placé pour tous le savoir ici. La feria, le rugby, la tauromachie, le basket aussi, la course landaise. Vous avez une identité forte. Quels sont vos projets? Quels sont les projets portés par vos candidats? On en discute tout de suite. Et nous allons démarrer avec une question posée par un internaute. Frédéric, qu'en est-il des subventions municipales aux différents clubs sportifs? Est-ce qu'on va vers un rééquilibrage ou va-t-on continuer à déverser sur le Stade Montois Rugby et rien sur les clubs pourtant au même niveau sportif tels que Basketland, Stade Montois Basket masculin et handball, tennis de table? Monsieur Daillot. Bon, c'est pas parce que je suis un ancien dirigeant du Stade Montois que je priorise le Stade Montois. J'ai la chance d'avoir un élu qui travaille sur tous les sports, et y compris les sports amateurs. C'est le sport à Mont-de-Marsan, ça pèse. Vous parliez d'identité de culture. Je pense qu'on a de culture. Il y a le sport, il y a la culture. Ce que je constate, c'est que ces 20 millions d'euros qui ont été mis sur la table pour améliorer les infrastructures sportives depuis que je suis avec les clés de cette ville-là. Hein, la plaine des sports. Rappelez-vous la plaine des sports dans quel état c'était. Le vélodrome, les tennis, la pelouse de notre stade, de notre équipe qui va jouer Biarritz très prochainement sur une pelouse synthétique. Donc voilà, c'est beaucoup d'infrastructures, mais c'est aussi le sport pour tous. 10 000 licenciés, mais pas que des sports de compétition. On a nos 2 fers de lance qui sont les Basketland et le rugby Basketland qui joue Galatasaray ce soir. On a aussi du sport amateur, du sport handicap, les écoles. Donc tout ça, c'est aussi des travaux que nous avons menés, il en reste, avec un projet qui est un projet sur la zone Argenté-Côte d'Ivoire, un plan guide un peu comme ça a été fait sur la plaine des sports, de façon à pouvoir améliorer les conditions d'exercice du handball, du foot, et de l'ensemble des sports, de la gym et de l'ensemble de cette zone-là qui est proche d'un quartier politique de Lévis. Et on a un projet ambitieux sur des années, vous savez, on travaille transmandat sur ce sujet-là. Mais je crois qu'on parle de culture après, c'est ça hein? Exactement. Même question pour vous, Madame Darrieussecq. Pareil, en moins d'1 minute, si vous pouvez. Bon, le sport, très important à Mont-de-Marsan, des entités fortes, le Stade Montois et le Stade Montois Rugby en particulier, que je connais bien, et pour y avoir œuvré bénévolement pendant 10 ans, et fait en sorte que 2 tribunes apparaissent dans ce stade, Guy Boniface et Guy-André Boniface. Donc les équipements sportifs, nous y travaillons tous et nous y avons beaucoup travaillé. J'ai rénové des salles également, la salle d'Orgambide, la salle Barbe d'Or. Enfin bon, on a créé un skatepark et BMX, un circuit de BMX. Enfin, nous avons travaillé sur tous les sports. Et je crois qu'il faut continuer. Nous avons des difficultés à l'Argenté avec le club de foot qui a un stade qui n'est pas sécurisé aujourd'hui, travailler aussi avec le handball qui a un bon niveau et en masculin et en féminin pour qu'ils aient une salle aux normes, parce que le problème c'est qu'ils jouent dans une salle qui n'est pas aux normes. Donc nous avons encore des ambitions à faire évoluer nos infrastructures dans le sport. Pour ce qui est des subventions, il y a des subventions
pour le Stade Montois Omnisport, qui regroupe tous les sports amateurs de cette section. Il y en a 35, je crois, qui distribuent après, c'est, je crois, 650 000 € aujourd'hui que la ville donne à ce club. Et puis ensuite, il y a des subventions et des partenariats particuliers pour le Stade Montois rugby professionnel, qui sont bien plus minimes et qui ne représentent pas ce que d'autres collectivités donnent en soutien à ces clubs professionnels. Donc je crois que nous sommes très modestes. Et bien sûr, Basketland, que j'ai accueilli à Mont-de-Marsan dans la salle François Mitterrand en 2014, alors qu'elles étaient en manque de salles. Et je crois que depuis, elles font un chemin. Alors c'est pas grâce à moi, c'est grâce à elles. Elles font un chemin magnifique, mais je crois que si elles n'avaient pas eu de lieu pour jouer, ça aurait peut-être été plus difficile. Donc voilà, nous aidons tous les sports au maximum. Enfin, moi, j'ai toujours aidé tous les sports au maximum de ce qu'il était possible de faire. Et je continuerai d'améliorer les infrastructures sportives. Il y en a besoin en athlétisme, il y en a besoin de cette nouvelle salle, cette nouvelle salle de sport. Et nous créerons tout cela parce que je fais attention quand même à... j'ai lu le projet de M. Daillot. Vous êtes insomniaque, hein? J'ai lu le vôtre aussi. Ah, bah alors, doublement alors. Vous ne l'avez pas construit ensemble. Non, voyez, comme quoi. J'ai lu le vôtre aussi. J'ai lu le projet de M. Daillot, mais c'est infinançable. Appelez-moi Charles, Geneviève. C'est infinançable tout ça, et vous le savez très bien, dans l'état où sont les finances actuellement de la ville, et avec tous les projets que vous avez mis sur la table. Monsieur Dutin. Marchons sur Moins d'une minute, si vous pouvez. Elle a été dépassée, la minute. Certes. Marchons sur nos deux jambes, le monde professionnel et le monde amateur. Le monde professionnel pour les vitrines qu'il représente. Basketland, champion de France de basket féminin quand même, à l'heure actuelle, qui joue, allez, on va l'appeler comme ça, la Champions League aujourd'hui. Le Stade Montois Rugby Pro, enfin le jaune et noir, le titre de 63, bon, voilà, je veux dire que ces deux clubs sont emblématiques et rapportent économiquement, et c'est une vitrine. Donc oui, sur les projets structurants, il faut répondre présent. Mais il ne faut pas oublier évidemment notre réseau amateur. Plusieurs clubs omnisports à Mont-de-Marsan, importants, et le bénévolat qu'il y a derrière. Il faut penser effectivement à ce bénévolat, et donc évidemment qu'il faut soutenir le monde amateur. Mais n'opposons pas le monde professionnel au monde amateur. On doit pouvoir continuer à marcher sur les deux jambes. Le monde justement amateur, parce qu'on a eu aussi des questions sur les créneaux très difficiles à obtenir dans les salles municipales sportives. Il manque une salle. Donc oui, concrètement, tout prochain à fait. mandat, une salle. C'est notre programme. Il y aura une salle multimodale, mais qui participe. Donc vous êtes tous d'accord là-dessus? Monsieur Le Règle aussi? Oui. Ok, donc quel que soit le candidat, il y aura une nouvelle salle municipale. Mais on est sur la salle municipale, on est sur le domaine du sport, on est aussi sur le domaine du scolaire. Hein. Donc, je veux dire que cette salle, elle manque pour le monde sportif, mais également pour le monde scolaire, qui pour nous est une des priorités de notre programme. Le sport fait partie de l'ADN de Mont-de-Marsan, donc il faut qu'il soit développé et soutenu. Et au-delà de ça, le sport est indispensable pour tous les enfants. Oui. C'est bien vieillir aussi. Enfin voilà, c'est la santé, c'est vraiment, ça touche toutes les tranches de la population. Donc quand on parle de subventions données peut-être de manière un peu plus importante pour le Stade Montois plutôt que les autres sports, quelle est votre vision là-dessus? Et je pense un petit favori ou pas? Non, il faut qu'il y ait une vision équilibrée des subventions qui sont distribuées par la mairie, en fonction, bien évidemment, des disciplines, du nombre de pratiquants de ces disciplines et des possibilités qui leur sont offertes pour les pratiquer. S'il faut construire une nouvelle salle, la question peut se poser. Est-ce que les finances de la ville le permettront? Ça, c'est un autre débat. Mais qui pourrait trouver, je dirais, des solutions via des partenariats publics-privés ou autres. Mais ça, on le verra quand nous serons aux commandes. Mais votre postulat de départ, c'est oui, il y a besoin, mais on doit encore étudier. Donc vous n'avez pas encore... Mais je crois avoir entendu... Un projet précis? Non, pas pour le moment. D'accord, très bien. Monsieur Daillot, vous avez dit... une salle municipale supplémentaire. Oui. Non, c'est juste pour être bien sûr que vous vous engagez là-dessus. Moi, ce que je regrette, c'est que... Parce qu'ils vous écoutent, hein, et c'est vraiment une demande précise. Hein. Vous savez, j'ai fait partie du bureau général du Stade Montois, et j'ai dans ma liste, il y a beaucoup de sportifs dans toutes les sections. Ce que je regrette,
Je ne regrette pas l'arrivée de Basketland ici. Je pense que c'était une très bonne décision qu'a pris Geneviève. Ce que je regrette, c'est qu'à cette époque-là, les amis de M. Dutin, du conseil départemental, avaient une enveloppe suffisamment importante pour aller faire une salle en Chalosse ou je ne sais où. C'est bien dommage qu'à cette époque-là, on n'ait pas pu coupler ça avec cette salle qui nous manque tant aujourd'hui, parce que voilà, je ne sais pas si les finances du département permettront de nous aider. En tout cas, il faudra avancer. Il faudra avancer. C'est que ça. Et il faudra avancer sur ça. C'est comme ça. On n'arrête pas de parler de mes amis. On est en train de remuer. Vous avez beaucoup d'amis. Oui, tant mieux. J'ai le sentiment que vous avez beaucoup d'amis. Pour être élu, il faut avoir quelques amis. J'ai l'impression que certains ont beaucoup plus d'ennemis que d'amis. Il ne faut pas s'énerver parce que la place auquel vous aspirez requiert du calme. En tout état de cause, vraiment, qu'on ne vienne pas chercher le département sur le soutien à Basketland. Il y en a qui effectivement sont là lorsque les titres arrivent. Ils ne sont pas très loin de moi autour de cette table. Le département des Landes, je suis conseiller départemental, fait ce qu'il faut pour ce grand club. Il y a aussi un projet lancé par Charles Daillot qui vient de démarrer la rénovation du musée de la sculpture d'Espio-Véric, un projet à plus de 16 millions d'euros et qui là aussi suscite quelques polémiques. Geneviève Darrieussecq, vous voulez présenter un contre-projet, notamment pour redimensionner le projet et garantir sa soutenabilité financière. Est-ce que le projet de Charles Daillot est démesuré ? Moi, je suis inquiète. Nous avions au départ, moi j'avais demandé dès 2015 une étude scientifique pour justement pouvoir parler après de mur, si vous voulez, et savoir comment il fallait dimensionner notre projet. Oui, nous avons un fonds qui est très riche et qui est unique en France. Donc vraiment, je pense que ça peut faire la fierté des Montois qui connaissent mal ce fonds muséal. Mais le projet devait, au départ, été évalué à 8 millions d'euros et ensuite passé, une fois que le jury a choisi le lauréat, est passé à 14 millions d'euros. Aujourd'hui, nous sommes à 17 millions d'euros. Je parle hors taxe, tout ça. Hein. TTC, c'est 20 millions d'euros. Moi, la question que je pose, c'est que nous n'avons pas eu d'étude d'impact sur la soutenabilité financière de cette affaire et surtout sur les répercussions sur la masse de frais de fonctionnement que cela induira dans les budgets de la ville. Et les frais de fonctionnement, c'est quelque chose que vous avez... L'investissement, vous pouvez toujours le faire. Mais les frais de fonctionnement, vous les avez tous les ans irrémédiablement. Et c'est quelque chose qui est particulièrement lourd. J'ai demandé au musée Bonnat de Bayonne, par exemple, qui a eu un coût assez important, plus important que ce qui est prévu chez nous, quels seraient les frais de fonctionnement. Il m'a été répondu 3,5 millions net pour la ville. Net, c'était sans les recettes. Donc, si vous voulez, voilà, moi, je pense qu'il faut que nous ayons véritablement une étude d'impact. Ceci dit, le projet qui est en route, ou du moins pour lesquels il y a eu des marchés publics, si j'ai bien compris, qui ont été signés, qui a démarré par des déconstructions aujourd'hui. Moi, il faut faire un vrai audit. Où en sommes-nous ? Où allons-nous ? Et comment pouvons-nous le redimensionner de façon utile et surtout de façon soutenable pour la ville en termes d'investissement et en termes de fonctionnement. Dans les 5 prochaines années ou 6 prochaines années du mandat, je vous assure, je suis sûre que nous aurons un budget d'investissement d'à peu près 20 millions d'euros. Guère plus. Et le projet du musée mangerait tout l'investissement et nous ne pourrions rien faire de plus. C'est pas possible. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, un projet trop pharaonique pour vous aussi, Monsieur Dutin ? Vous savez, oui, je pense, mais une réponse pragmatique. D'abord, quand moi je vais à la rencontre des Monteuses et des Montois dans les quartiers, ils viennent pas me dire « Dites donc, Monsieur Dutin, qu'est-ce que vous allez faire pour le musée ?» Ils viennent me dire « Qu'est-ce que vous allez faire pour le centre-ville ? Qu'est-ce que vous allez faire pour les écoles ? Qu'est-ce que vous allez faire pour le pouvoir d'achat, etc. » Ça, c'est quand même une chose qu'il faut rappeler, que nous savons tous, puisque nous visitons les Monteuses et les Montois. Le musée, c'est un des emblèmes de Mont-de-Marsan, et donc il faut avoir un regard attentif et bienveillant plutôt sur ça. Nous, ce que nous disons, nous n'allons pas tout remettre en cause, absolument pas. Par contre, on va avancer de manière pragmatique. Il y a un phasage de ce musée, il y a des financements qui sont prévus, qui peuvent être étalés, il y a donc un cadencement qui peut être revu. Et par contre, nous vérifierons tout cela à la lumière des possibilités des finances de la collectivité. Parce que nous gérons de l'argent public. Et avec les finances de la collectivité,
en matière culturelle, on ne veut pas porter uniquement le musée. Là aussi, on va avancer sur plusieurs jambes. Le musée ne doit pas être le seul arbre qui masque une forêt d'attentes. Et les attentes des Montois, c'est quoi aussi? C'est plus de théâtre, c'est plus de musique, c'est plus de culture dans les quartiers. Voilà ce qu'ils viennent aujourd'hui réclamer. Donc le musée, moi je ferme pas la porte, je suis pragmatique, je regarde ce qui se passe, et s'il faut le cadencer plus dans le temps, eh bien nous le cadencerons plus dans le temps. Moi, mon objectif, c'est pas de mettre une plaque avec mon nom dessus pour dire j'ai inauguré le musée. Donc tous les deux, un musée, un audit et peut-être un espacement dans le temps. Monsieur Le Règle, vous avez un temps de parole qui est un peu plus bas des autres, donc vous pouvez prendre votre temps sur le musée qui est quand même un projet phare du mandat du maire sortant. Donc vous, quelle est votre vision là-dessus? Alors, par principe, le musée ne doit pas être simplement réduit à un effet d'annonce. En disant, voilà, dans mon programme, je vais refaire le musée ou je vais rénover le musée. Et puis, au fond, si je suis élu, après, on verra comment on organise les choses. Sur le principe, le musée doit participer à l'attractivité de la ville, doit donc tenir compte à la fois dans son budget des sommes qui doivent être investies pour le rénover, mais aussi, comme Mme Darrieussecq l'a souligné, de ses frais de fonctionnement. Sinon, ça ne sert à rien. On a bien vu au Loup, quand on rogne sur les frais de fonctionnement, ça peut dégénérer en catastrophe. Donc ça ne sert à rien de construire quelque chose de neuf pour que dans 10 ans, on s'aperçoive que ça ne peut plus tourner ou qu'on n'a plus les moyens de le faire tourner, ce qui peut arriver. J'avais émis l'idée, lors d'une réunion publique le 16 février dernier, qu'un partenariat puisse être signé avec des musées parisiens, en particulier le musée Rodin ou le musée d'Orsay, qui sont spécialisés, qui ont des très grands fonds de sculpture, pour voir dans quelle mesure... On aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Voilà, pour voir dans quelle mesure le musée de Mont-de-Marsan peut devenir, non pas une annexe, mais en tout cas un partenaire d'une institution comme celle-ci. Maintenant, d'une façon plus globale et plus générale, tout ça n'a de sens que si la ville de Mont-de-Marsan retrouve à la fois de l'attractivité et aussi une capacité à faire venir dans Mont-de-Marsan des gens qui ne sont pas simplement les Montois et les Montoises. C'est-à-dire qu'ils puissent venir de Bordeaux, de Dax, de Paris, de Toulouse, d'où on veut, pour aller visiter le musée. Comme des Parisiens vont visiter le Louvre-Lens. Mais vous voulez continuer le projet actuel de la majorité sortante? Je vais le revoir. Vous voulez le refaire? Non, refaire, c'est pas le bon terme. Ce que j'entends de mes trois compétiteurs, c'est qu'ils n'ont pas une vision très claire de ce qu'a fait M. Daillot, si j'ose dire, et des impacts budgétaires. On parle de 8, on parle de 14, on parle de 16, on parle de frais de fonctionnement, on parle d'hors taxe, on parle de TVA. Pardonnez-moi, mais ne me demandez pas de dire est-ce que vous allez continuer ça ou arrêter ça. Non, on va simplement regarder ce qui est fait, voir avec une vision à long terme qui est que ce musée doit ouvrir, que ce musée qui en effet a un fond tout à fait spectaculaire de sculpture doit être un atout pour la ville de Mont-de-Marsan et pas simplement un souvenir où on se dit on avait un très beau musée. Mais est-ce que vous avez un budget plancher? Mais ne me posez pas des questions de cette nature. Il y a besoin. Non, je vais vous le dire, elles n'ont aucun sens. Si vous mettez toute votre enveloppe financière sur le musée, vous ne pouvez pas piétoniser votre Bien centre-ville. évidemment, mais j'entends tous les montants. Donc c'est pas une question de budget plancher. Il faut d'abord savoir de quoi on parle, de quel montant on a besoin, et ensuite on verra dans quelle mesure les finances de la ville peuvent permettre de répondre à ce montant. Mais me dire est-ce que vous avez un budget plancher, pardonnez-moi, ça n'a pas de sens. Donc pour l'instant, vous n'en avez pas. Okay. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que d'abord on va regarder. C'est trop facile de dire vous n'en avez pas, je ne vais pas les sortir de ma poche. Mais la ville, forcément, a une capacité ou d'emprunt ou de financement, et la question sera étudiée en temps et en heure. Mais avant de dire est-ce que vous avez un budget plancher ou plafond, regardons de quoi on parle. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Monsieur Daillot, les finances seront-elles assez solides pour assurer le coût de financement? Je crois que lors d'un dernier conseil municipal, on avait évoqué le coût de fonctionnement de 800 000 € et qui pourrait passer à 1,5 million. Est-ce que la seule billetterie, parce que je crois que c'est ce que vous évoquiez alors, suffira à assurer ce surcoût? Ou alors est-ce que vous allez augmenter les impôts? Je vous réponds. Mais de quoi parle-t-on? On parle de culture à Mont-de-Marsan, dans une ville moyenne, une ville du sud-ouest où il fait bon vivre, le rugby, la fête, etc., qui a un joyau, qui a un écrin avec un trésor à l'intérieur. 2500 sculptures figuratives fin 19e, 20e, des bijoux,
10 000 œuvres graphiques qui sont, depuis 1968, c'est une date que je connais bien, c'est la date de ma naissance, qui sont dans leur jus. Ils sont dans leur jus. Pas accessibles, dans un donjon, on ne peut pas exposer, on expose 90%. De quoi parle-t-on ? On parle d'attractivité, on parle de situer sur une carte de France Mont-de-Marsan comme une capitale. Alors j'entends, on va passer des accords avec Rodin, avec le Louvre, Abu Dhabi, la planète Mars. On va d'abord construire un musée. Il faut d'abord faire un musée. C'est positif, le musée Rodin à Oui, Mont-de-Marsan. on va déjà faire les fondations avant de parler du reste. Et je pense que ce sont des bonnes idées, mais ça vient dans un second temps. C'est quelque chose, un prisme un peu bling-bling. Je trouve que c'est pas par là qu'il faut démarrer. De quoi parle-t-on ? On parle d'une ville qui a une offre culturelle exceptionnelle, un théâtre labellisé, un musée qui est en devenir avec... Voilà, une médiathèque, un café-musique qu'on a éroué. On parle d'une ambition qui est à la fois pour les Montois, que chaque gamin puisse, tout le monde n'a pas la chance d'avoir papa-maman qui vous amène au théâtre, que chaque gamin puisse y accéder, c'est un levier d'épanouissement, de curiosité, c'est à cet âge-là que tout se joue. Et on parle d'attractivité sur l'extérieur. Je rejoins ce qui a été dit là. Il y a la LGV demain. Quand on dit on n'a pas de cap, pas de vision, c'est de faire de Mont-de-Marsan un point sur la carte où on ne vient pas uniquement pour le basket et le rugby ou les fêtes de la Madeleine, mais qui a ce joyau que les autres n'ont pas. Entre Paris, entre Bilbao et Paris. Et sur le coût de fonctionnement, monsieur le maire. Alors, j'entends tout et son contraire. Alors, je vais vous rassurer. Oui, rassurez-moi. C'est pas un chèque qu'on fait demain de 17 millions, quand bien même 18 millions d'euros. C'est quelque chose qui est phasé, qui est en 2 phases, qui a fait l'objet d'un projet scientifique et culturel avec la DRAC. Moi, j'aurais aimé avoir des soutiens parisiens pour avoir Madame Dariussec. pour avoir de l'aide là-dessus. J'aurais bien aimé. Mais on s'est battu. Le financement, il est quasiment bouclé. C'est 50% du financement à assurer par la collectivité. Et on associera d'autres partenaires. Ce musée n'a pas vocation à être ad vitam aeternam un musée municipal. Allez à Rodez. Le musée Soulages a changé la physionomie. C'est de ça dont on parle. Hein. C'est pas simplement... Alors je voudrais pas être trop long. Il y a des ambiguïtés. Je regardais un tract de campagne de Geneviève Dariussec en 2008. Nous allons faire un musée, 2008. Est-ce qu'on s'est posé la question du financement ? Rien. 2014, nous allons faire un musée. Je suis content qu'à 3 ou 4 semaines des élections, on pense à Rodin, etc. C'est très bien, ça va dans le bon sens. Frédéric Dutin, le contorsionniste. Au département, on est pour. J'ai pas le physique pour. On n'est pas, avec le respect que j'ai pour moi. Oui. Au département, je suis pour. À la ville, je vote contre. Va comprendre, Charles. Est-ce que tu veux ou tu veux pas ? Tu veux ou tu veux pas ? Mais c'est pareil pour tout. La LGV, il a des anti-LGV, il y a des pro-LGV. La corrida, il a des pro-corrida. Les nouvelles galeries, est-ce que tu veux pas ? C'est le problème. C'est qu'à un moment donné, faut pas parler fort, faut parler clair, faut agir. Et ce musée va dans cette direction. Madame Dariussec, on a évoqué le musée Rodin. Vous évoquez, vous, un partenariat. Il est signé, ce partenariat ? Non, pas du tout. Et surtout, est-ce qu'il sera mis en œuvre, que vous soyez élu ou battu ? Alors moi, vous savez, contrairement à ce que j'ai pu entendre ou ce qu'on veut faire dire, à Paris, je me suis beaucoup intéressée et j'ai continué à m'intéresser à Mont-de-Marsan, toujours, et à tous ces dossiers. Et c'est vrai que moi, je cherche des solutions aussi pour ce musée, parce que, je l'ai dit, il y a un fonds muséal qui est unique en France et qui est une pépite et qui est vraiment un atout fort de Mont-de-Marsan. Ça va jouer sur l'attractivité de Mont-de-Marsan, mais je pense qu'avec un partenariat fort avec le musée Rodin, qui est internationalement connu, qui a 650 000 visiteurs par an, nous pourrons donner un coup de projecteur très important sur Mont-de-Marsan. Alors, c'est pas enlever d'Espiau-Vléric, au contraire, c'est les renforcer, ce sont des élèves de Rodin, donc on est vraiment dans la même période culturelle de sculpture. Donc vraiment... donc je suis allée très simplement voir les dirigeants de ce musée et leur parler du projet de Mont-de-Marsan et leur demander si un partenariat serait possible. Et ils ont des partenariats, pas beaucoup. Ils en ont un à Los Angeles et un à Singapour. Et ils sont très intéressés par un partenariat en France avec un musée parce qu'ils connaissent très bien notre fonds. Donc moi... j'ai avancé là-dessus, j'ai leur intérêt et... qui que ce soit et qui soit élu après, eh ben j'espère qu'ils prendront ces attaches. Moi, je travaille pas pour moi. Je ne travaille pas pour mon élection ni ma réélection. J'ai toujours travaillé pour Mont-de-Marsan.
Il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc un projet qui restera dans les cartons avec je un l'espère. partenariat de Rodin, que vous soyez élu et ou je non. continuerai à y Merci. travailler en soutien avec qui que ce soit. Vous vouliez répondre? Oui, Dites-nous. tout de même un peu. C'est extraordinaire, il est extraordinaire, Charles Daillot. Merci. Le prenez pas bien là. Mais pourquoi le département aide? Oui, parce que j'ai des amis, voyez, aussi au département, et cela on en parle moins. Le département, c'est 1 970 000 € pour le musée. C'est pas rien. C'est mes amis aussi, voyez, et c'est un dossier que je peux porter au département. La grosse différence entre le département où on peut être très clair et droit dans nos bottes et la ville de Mont-de-Marsan, c'est les finances. Le département des Landes, géré par les socialistes, eh bien, est un département bien géré, qui permet effectivement des investissements, qui permet de soutenir, qui a une capacité d'autofinancement, qui n'est pas surendetté. Et donc, oui, le discours au département, c'est pas tout à fait le même. Et moi, comme je veux avoir les responsabilités à la mairie, je sais que les finances de la mairie ne sont pas celles du département. Et donc, je suis plus prudent parce que je suis un bon gestionnaire. Et je rappellerai également, Monsieur Daillot, que mes amis aussi, d'autres amis, les mêmes du département, mais mes amis aussi de la région qui sont sur ma liste, ils ont participé à ce qu'il revendiquait tout à l'heure comme paternité. Le vélodrome, le département a aidé. Le tennis à Mont-de-Marsan, le département a aidé. La pelouse, le département a aidé. Vous voyez, j'ai des amis aussi qui aident la ville. Et ça, il oublie de le dire un peu trop souvent. Alors, on va passer maintenant à notre quatrième thème, qui est très, très, très important pour les Montoises et les Montois. On a eu beaucoup de questions là-dessus. Il s'agit des écoles. Il semblerait que ce soit vraiment un sujet épineux. On va en discuter. Avant de parler de l'école du centre, qui a quand même cristallisé pas mal les débats de cette campagne municipale, je voudrais revenir peut-être sur une question plus générale. Vous avez parlé à un moment de canicule aussi. Il fait très chaud à Mont-de-Marsan et dans les rues de Mont-de-Marsan. Il semblerait que dans les écoles également, est-ce que la municipalité ne devrait pas prioriser l'isolation des écoles pour que les enfants ne souffrent pas lors des canicules? Est-ce que vous avez des projets de rénovation sur les écoles par rapport à la crise climatique que nous sommes en train de vivre? Monsieur Le Règle, je vous donne la parole en premier. C'est gentil. Sur la question des écoles, il est évident qu'il faut que les enfants de Mont-de-Marsan puissent avoir les meilleures conditions. Donc, végétaliser, climatiser, rafraîchir, toutes ces solutions doivent être étudiées, financées et mises en œuvre pour justement que l'accueil dans les écoles soit le meilleur possible. Il est difficile d'en dire plus. On parlera peut-être de la situation actuelle un peu plus tard, mais sur le principe, c'est juste une question de principe. Les enfants constituent l'avenir de la ville, et donc il faut en effet que quand ils aillent à l'école, ils ne reviennent pas le soir en disant « il a fait 40 degrés dans la salle, donc on nous a sortis en nous expliquant qu'on ne pouvait pas avoir de cours ». Donc, des projets de rénovation dans toutes les écoles et toutes les classes de Mont-de-Marsan de toutes les écoles qui le nécessitent. De toutes les classes, peut-être. Mais encore une fois, vous me posez des questions que je trouve tout à fait pertinentes, mais qui parteraient d'un postulat, c'est que le Rassemblement national et l'Union des droites pour la République auraient été d'une façon ou d'une autre associés au cours des dernières années à la gestion de la ville. Je termine. Ça n'a pas été le cas. Ça part du principe que vous avez tous une enveloppe budgétaire celle qui est. Je réponds à votre question. Ce n'a pas été le cas. Et donc, d'une certaine façon, moi, depuis le début, j'ai l'impression d'être un peu comme un disciple de Raymond Aron. Je suis un témoin engagé. Je vous écoute, parce que je suis témoin de ce que vous dites. Et puis, je suis engagé parce que j'espère, au fond, prendre votre place. D'une façon ou d'une autre. Mais sur le papier, je me dis, mais c'est extraordinaire, toutes ces bonnes idées qui arrivent, que ce soit sur la culture, sur les écoles, etc. Bonnes idées qui m'ont semblé être des idées de bon sens, parce que pour certaines, je les ai exprimées aussi, et qui n'ont jamais été exprimées avant, jamais mis en œuvre. Donc, que ce soit pour les écoles, comme pour d'autres sujets, nous nous engageons à les mettre en œuvre, dans le respect, bien évidemment, des finances publiques, dans le respect d'un équilibre budgétaire qui, aujourd'hui, se signale surtout par un fort endettement de la ville.
Mais au fond, aucune situation n'est éternelle. Donc on peut en effet trouver des ressources, trouver des moyens pour rénover les écoles si nécessaire, plus que essayer de gérer un pis-aller. Ce qui est arrivé récemment à l'école du centre, c'est pas arrivé il y a 3 semaines. On va en parler après. Voilà. Non, oui, En d'accord. tout cas, vous Je voulez le passer dis. de témoin engagé à acteur. Ouais. C'est bien ça. C'est Monsieur un peu ce que Dutin. disait Raymond Aron. Oui, peut-être, monsieur le Règle, que nous avons des bonnes idées. Je vais être consensuel avec Charles Daillot et Geneviève Dariussec, parce que nous vivons à Mont-de-Marsan depuis des années, et que finalement, à force de connaître ce territoire, on finit par avoir de bonnes idées. C'est pas comme ceux qui, effectivement, viennent juste témoigner à quelques jours des élections. Bon, bref. Moi, de toute façon, bien sûr, pour les élections, bien sûr, et vous travaillez à Paris, pour les élections, effectivement, peu importe, pour les élections, pour le climat Où et les travaillez-vous écoles, Moi, je télétravaille. Vous télétravaillez, voilà. c'est super. Allez-y. C'est bien. Mais je vous C'est pour ça d'ailleurs qu'aux Nouvelles Galeries, il faut un centre d'affaires. Je vous pour félicite. permettre à des gens comme moi de continuer à travailler. Je vous félicite, Voilà. c'est très bien. Moi, je vais au palais de justice. Par contre, donc, Ah, concernant bravo. le climat sur les écoles, évidemment qu'il y a un sujet. Il y a un sujet qui a été prégnant, là, notamment lors des derniers épisodes de canicule, où, à la toute hâte, il a fallu appeler les parents, les grands-parents, il fallait vite venir chercher les enfants. Enfin, on sentait une impréparation incroyable. Sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs, que n'a-t-on pas pris des mesures avant ? Parce que, très sincèrement, depuis 20 ans, la gauche ne maîtrise pas les destinées de la ville. Alors j'entends effectivement plein de mesures pour améliorer le centre-ville, etc. Mais que n'a-t-on pas pris les mesures avant ? Oui, évidemment, il faut s'intéresser aux écoles et aux bâtimentaires des écoles. Ça veut dire l'isolation, ça veut dire la végétalisation des cours de récréation. C'est une idée que j'ai assénée en premier lors de la présentation de ma liste. Aujourd'hui, elle est reprise par tout le monde. Écoutez, tant mieux, mais voilà, nous ferons ce que nous disons. Madame Dariussec. Oui, bien sûr, les écoles sont une priorité pour toutes les communes, et quelle que soit la taille des communes. C'est une priorité à Mont-de-Marsan. Alors, bien sûr que nous mettrons en œuvre un plan de rénovation thermique des bâtiments. Moi, je regrette vraiment que dans les 6 ans qui viennent de s'écouler, il n'y ait eu aucun dossier demandant des subventions au niveau du fonds vert, puisque ça finançait ce type de rénovation thermique dans notre collectivité, alors que des tas de communes dans les Landes ont eu des subventions pour faire la rénovation thermique de leur école. Donc oui, il faut que nous fassions un plan sur les 6 ans de rénovation thermique des bâtiments, c'est urgent. Alors, rénovation thermique pour économiser l'énergie, pour utiliser moins d'énergie fossile, mais il faut aussi que nous rafraîchissions les écoles pour les quelques périodes de très grande chaleur qui sont au mois de juin. Alors moi, je ne dis pas climatisé, je ne suis pas très fanatique de climatisation, ça génère des maladies, bon voilà, ce n'est pas environnementalement formidable. Mais il y a des moyens de rafraîchir les écoles, que nous mettrons en œuvre, bien sûr, pour ces périodes qui sont des périodes assez limitées quand même dans le temps, mais qui nécessitent notre attention. Et bien sûr que le budget des travaux dans les écoles et des travaux de rénovation et d'entretien des écoles était, quand j'étais maire, de 1 million d'euros pour les écoles de Mont-de-Marsan, et la moyenne a été de 300 000 euros dans les 5 ans qui viennent, pour les écoles de Mont-de-Marsan qui viennent de s'écouler. Donc, si vous voulez, c'est insuffisant. Il n'y a pas eu de nouvelles écoles. Moi, j'en avais construit une complètement et une autre complètement rénovée. Il n'y a pas eu de nouvelles écoles rénovées et je le regrette. Mais nous allons rattraper ce retard. On a dit au tout début qu'il y avait une population qui augmentait à Mont-de-Marsan, donc on espère Pas forcément aussi, les jeunes enfants. Voilà. À voir si ça... Je suis pour rien. je ne veux pas entrer dans ce débat-là. En revanche, elle parle de négligence, quelque part, sur les écoles. Est-ce que, effectivement, c'est un dossier que vous avez négligé ? C'est toujours intéressant de recevoir des leçons de bonne gestion d'une personne qui a explosé la dette de l'agglo quand elle était là et qui sort d'un gouvernement qui présente... Vous étiez adjoint aux finances quand elle était là, qui présente un stock de dette de 3200 milliards d'euros. C'est toujours intéressant d'avoir des leçons de gestion. La question n'est pas là. La question, c'est 1 million d'euros
sur l'ensemble des écoles. De quoi parle-t-on? C'est plus de 4000 élèves, plus de 39 écoles. C'est à l'échelle de l'agglo. On a transféré cette compétence à l'agglo avec plus ou moins de bonheur. C'est 1 million d'euros sur l'ensemble de l'agglo. En ce moment, on lance une école qui est à Saint-Pierre-du-Mont. Je ne peux pas laisser dire qu'on n'a rien fait. On a augmenté de 40% le budget de fonctionnement de l'agglo. Le budget de fonctionnement, avec des gens qui s'occupent. Là, on prend tout sur l'angle bâtimentaire. Bien sûr qu'il y a l'angle bâtimentaire. On a rénové l'école de l'Argenté, on a fait des travaux dans les écoles, on a fait un véritable plan Marshall, il y avait du retard à rattraper. On a embauché 2 personnes. Sur les 12 derniers mois. On a fait une organisation, à peu près 24 mois qu'on est à fond. 90% des petites demandes du quotidien qui étaient un petit peu diluées avec la compétence agglo, ça allait moins vite que quand vous avez le cantonnier du coin. Donc on a accéléré là-dessus. De quoi parle-t-on? On parle de placer l'enfant au cœur de nos politiques publiques, à l'école, mais pas que sous l'angle bâtimentaire. Je vous ai parlé du pass culture, de pouvoir faire accéder à la culture. Je vais vous parler de la maison des 1000 premiers jours. Il y a moins d'enfants, les cohortes d'enfants. Vous savez, les effectifs en maternelle se tassent un peu. Moi, je veux bien qu'on ouvre des classes en voiture. Voilà, il faut aussi qu'il y ait des gamins en face. On a rénové récemment l'école du Bélier pour créer une classe. On parle d'une école en centre-ville. Alors, on parle de l'école du centre ou de l'école au centre. Je suis très attaché à ce qu'on ait une école en centre-ville. On ne peut pas faire l'action cœur de ville que sous l'angle du commerce. On le fait sous l'angle des déambulations avec la trame verte, on le fait sous l'angle de la culture avec le café-musique, des mobilités, du stationnement, du logement, des façades. Il faut le faire sous l'angle scolaire. Justement, pour l'école du centre, on va en parler. Je fais juste un petit contexte autour de ça pour celles et ceux qui nous écoutent. En septembre 2024, 2 classes avaient été transférées de l'école du centre à l'école des Arènes en raison de la vétusté des locaux. Faut-il donc rénover l'école du centre ou en faire une nouvelle? Vous êtes tous d'accord pour garder une école en centre-ville, mais vos positions diffèrent sur le lieu et pour l'heure, les mesures ne sont pas chiffrées. Charles Daillot, vous avez pris l'initiative, vous en parliez à l'instant, en proposant un déménagement de cette école à la salle Lamarck Cando. Vos adversaires, ils auront l'occasion de le dire tout à l'heure, vous disent que c'est impossible. Que leur répondez-vous? Déjà, je leur dis, qui êtes-vous pour vous sentir plus intelligent que des élus locaux et des maires qui ont validé une étude pour faire à cet endroit-là? On va faire une étude. D'accord? Aujourd'hui, le chiffrage est en cours, mais le chiffrage d'une école à cet endroit-là sera bien évidemment moins onéreux que le Tonneau des Danaïdes, où il faut rénover sans arrêt l'école du centre qui a des problèmes d'infiltration, et qui se sont aggravés récemment. Et de quoi parle-t-on là aussi? Parce qu'on parle que de bâtiments, de parpaings et de béton. Moi, je parle des enfants. On est dans un écosystème à Lamarck Cando où on est à 50 mètres d'un musée, à 150 mètres d'un théâtre, à 400 mètres d'une scène de musique actuelle. Imaginez, pour des enfants où tout se joue à la maternelle, je suis marié à une institutrice, je suis 5 gamins. Elle me le dit tous les jours, c'est là que ça se joue. Vous allez avoir là 2 classes, peut-être 3, ça peut être évolutif avec le rez-de-chaussée, qui permettront d'avoir un épanouissement, une ouverture à la curiosité pour des gamins qui n'ont pas forcément papa, maman qui les amène à droite, à gauche dans les lieux de culture. Je peux vous dire qu'une école comme celle-là, si on y va tous ensemble, on ne pourra pas le faire seul, il faudra des partenariats, des subventions. Vous allez avoir une école qui peut être prisée. Elle est urbaine, certes. Il n'y a pas que des écoles avec des champs, avec des moutons, etc. Il y a des écoles en cœur de ville. Le projet pédagogique, ok, mais est-ce que le lieu dans lequel vous inscrivez ce projet il y aura de toute façon plus de place qu'à l'école du centre. Donc, de toute façon. Et après, je vous dis encore, il faut le regarder aussi sous le prisme des cohortes, des démographies, de la démographie. Aujourd'hui... Voilà, si on fait une maison pour la parentalité les 1000 premiers jours de 0 à 3 ans, c'est aussi pour renforcer la politique d'accueil, de crèche, de parentalité, parce que voilà, il faut donner aussi aux parents d'avoir des enfants sur ce territoire. Sur l'école du centre, Frédéric Dutin, vous aviez dit que Charles Daillot, avec sa proposition de déménagement, réagissait à 1 mois du scrutin. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette école du centre? Est-ce qu'il faut la rénover ou est-ce que vous prévoyez d'en faire une autre ailleurs dans le centre-ville? Une contextualisation tout de même, parce qu'il faut éclairer le débat. Aujourd'hui, sous la mandature d'Ayo, c'est l'augmentation des tarifs de la cantine et des accueils périscolaires. C'est la fermeture de l'école du Carbouet. C'est une école du centre qui est allée à volo. Et je me rappelle les premiers conseils municipaux où nous tirions les sonnettes d'alarme et on nous raillait. On nous disait, écoutez, vous vivez dans une bulle, allez voir ailleurs comment c'est. On n'est pas si mal lotis que ça. En fin de mandat, il faut refaire cette école du centre. Donc les sonnettes d'alarme, nous les tirons depuis très longtemps. Et donc il faut contextualiser tout cela. Oui, à 1 mois, on nous sort un magnifique dessin IA, intelligence artificielle, sur cette salle Lamarck Cando, dont je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Mont-de-Marsan, qu'elle est à l'étage. Et donc, quid dans ce niveau-là? Eh bien, tout simplement de la cantine, quid de l'espace partagé, quid de la salle
pour les toilettes. Et puis quid de la cour de récréation? La cour de récréation serait donc en terrasse, ombragée, je ne sais pas comment, mais enfin voilà. Donc on sent manifestement une impréparation, et là aussi, que n'y a-t-on pas réfléchi plus tôt, et que ne l'a-t-on pas soumis justement aux élus communautaires, puisqu'il s'agit là manifestement d'une priorité qui est portée par Charles Daillot. Nous, qu'est-ce que nous disons? Nous disons l'école du centre, il faut être pragmatique. D'abord, moi je veux savoir si elle peut être réhabilitée, et si c'est pas techniquement faisable, très bien. Si c'est techniquement faisable, combien ça coûte? Si c'est trop cher par rapport à une nouvelle école, il faudra faire une nouvelle école dans le centre-ville de Mont-de-Marsan. On a émis plusieurs lieux. Il y a l'INSPE, il y a Canopé, il y a l'ancien palais de justice. Mais il y a aussi un projet que nous pourrions mener avec le département, qui est au niveau de l'école des Arènes. École des Arènes, Collège des Arènes et Conservatoire des Landes, qui est de la responsabilité du département. Nous pourrions mutualiser les coûts, revoir effectivement quelque chose en la matière qui aurait de la gueule, si vous me permettez cette expression, et qui irait dans le sens évidemment de ce que nous voulons, c'est-à-dire que les enfants du centre-ville de Mont-de-Marsan puissent être accueillis dans les meilleures conditions. Tout à l'heure, on vous dit la priorité c'est les enfants. Aujourd'hui, il y a 2 classes à l'école du centre, dont certaines salles sont soutenues par des étés. Oui, moi je pense aux enfants, mais pas simplement dans le cadre d'une posture. Rénovation, vous êtes pour également, mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous envisagez pour cette école? Écoutez, Frédéric Dutin vient de répondre. Il y a plusieurs possibilités. Et je crois qu'il faut en exclure aucune. Ce qui est certain, c'est que il nous faut une école dans le centre-ville, très simplement, parce que moi je connais un peu la population du centre-ville. Il y a des enfants. Il y a moins d'enfants dans nos écoles en général. Et les Landes, à la prochaine rentrée, vont perdre, je parle de tout le département, plus de 600 enfants. Donc il y en aura moins à Mont-de-Marsan également. Mais néanmoins, nous avons des familles dans le centre-ville. Et nous avons besoin d'une école maternelle dans le centre-ville. Je n'imagine pas, parce que je connais la typologie des familles, la diversité de la typologie des familles. Il y a des familles qui sont captives, qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui n'iront pas dans une école très éloignée. Nous avons besoin d'une école maternelle dans le centre-ville de Mont-de-Marsan. Donc nous étudierons aussi toutes les possibilités pour cela. Il ne me paraît pas du tout adapté que cela se fasse dans la proposition, au niveau de cette salle, la Marc Cando, dans cette proposition que nous fait Charles Daillot. Et je suis désolée, mais quand il dit qui êtes-vous, vous, pour juger de nous sommes juste intéressés au territoire et on peut dire notre mot. Et puis, je crois que même le vice-président de l'agglomération qui est en charge de l'éducation n'était pas au courant. Donc, les maires étaient d'accord pour lancer l'étude. Il n'était pas au courant du tout et il n'y a pas eu d'étude. Excusez-moi. Pour lancer l'étude. Je ne relancerai pas, moi je suis pas là pour ça. Et voilà, et puis 40% du budget de fonctionnement de l'agglomération qui aurait augmenté pour les écoles, je ne comprends pas très bien comment ça peut se passer, puisqu'il y a moins d'enfants et moins d'écoles. En fait, c'est pas 40%, c'est 5%. Donc, si vous voulez, les chiffres sont têtus. Les vrais chiffres, quand on veut bien les regarder, ils nous disent ce qui se passe. Et moi, je vous assure que, très tranquillement, je consulte les vrais chiffres et j'essaie d'être le plus honnête possible dans mes argumentations. Monsieur Le Règle, sur cette école du centre. Que dire, si ce n'est qu'on ne peut prendre de décision que quand on a tous les éléments en main. En effet, la question se pose de savoir si elle peut être rénovée. Si elle ne peut pas être rénovée, il faut en trouver une autre. Très bien. Il n'y a pas d'autre solution. Donc déménagement, rénovation, vous verrez en fonction de l'audit que vous Oui, mais en fonction d'une vraie étude, pas simplement d'une promesse d'étude ou autre élément encore dans le vague. Très bien. Je vous remercie pour ce débat. Je vous propose maintenant notre carte blanche. Vous avez 1 minute top chrono pour nous parler d'une mesure concrète qui vous tient à cœur. Alors vous pouvez vous adresser à nous ou face caméra. En tout cas, les Montoises et Montois vont vous écouter. Charles Daillot, c'est à vous. Vous avez 1 minute pour conclure ce débat. Moi, je vais vous dire que ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que avec mon équipe, on a choisi de s'engager. On a agi avec sérieux, avec constance. On a redressé les finances de la ville. On a diminué l'endettement.
parce qu'il fallait retrouver des marges de manœuvre qui étaient indispensables pour continuer à investir. Ce mandat, ça a été le mandat de l'action, le mandat de la responsabilité. Et le prochain mandat, ce sera le mandat de la continuité et de la projection, avec des projets que nous avons co-construits. D'abord, permettre l'épanouissement à tous les âges de la vie. C'est aussi améliorer le cadre de vie des Montoises, des Montois face aux défis climatiques. C'est travailler aussi sur l'avenir, le futur de nos enfants. Et puis, c'est miser sur l'identité montoise, l'identité ouverte, qu'elle soit culturelle, conviviale, sportive. Ça, c'est un point qu'il faut travailler. Vous savez, la liste que je mène, c'est une liste qui est peut-être la plus citoyenne et la seule vraiment citoyenne, loin des appareils politiques, des gens engagés. Je suis fils d'agriculteur, fils d'une infirmière, 5 enfants, mon épouse est institutrice. Je sais que Mont-de-Marsan n'est pas la propriété de quelqu'un. On est là pour servir et s'engager pour l'intérêt général des Montois. Nicolas Lerègle, c'est à vous pour cet exercice. En fait, nous portons une proposition qui est un peu différente de celle des thématiques qui ont été abordées lors de ce débat, qui tient compte du fait que la LGV, c'est pas pour demain. À minima, il faudra peut-être attendre encore une dizaine d'années pour des coûts qui seront tout à fait important et avec une gare qui sera située à 15 km de Mont-de-Marsan, ce qui représente un intérêt à mes yeux tout relatif. Donc le vrai projet que nous allons essayer de porter, et peut-être avec l'aide d'un futur président, ça sera l'électrification complète de la ligne ferroviaire entre Mont-de-Marsan et Bordeaux, pour que le matin, il puisse avoir un train qui parte, un TGV dans sa forme, qui puisse relier Mont-de-Marsan en 3 heures à Paris, en 1 heure à Bordeaux, en 3 heures à Toulouse, ce qui, à mes yeux, favorisera l'attractivité et le développement de la ville, et donc tous les aspects qu'on a évoqués aujourd'hui, que ce soit, je dirais, l'attractivité culturelle, l'attractivité touristique et autres. Frédéric Dutin, votre carte blanche ? Ma carte blanche, c'est une méthode. Ma liste, elle s'appelle Mont-de-Marsan autrement. C'est quoi faire Mont-de-Marsan autrement ? C'est 3 aspects. C'est apaiser, c'est les 3 A. Apaiser, assainir, agir. Apaiser, parce que nous avons eu la mandature du bruit, de la division, des invectives. Moi, j'ai une équipe solide, expérimentée et unie qui veut œuvrer dans l'intérêt des Montois. C'est assainir. Nous avons eu des finances maltraitées. Eh bien, notre projet, il est clair, il est pragmatique et il est finançable. Et puis c'est agir évidemment. Plusieurs axes, 5 axes pour agir. En direction du scolaire et de l'éducatif, on en a parlé. Pour améliorer le cadre de vie du centre-ville et des quartiers. Les quartiers, c'est le poumon de Mont-de-Marsan. Pour redonner des marges de manœuvre au budget des familles, pour la protection des personnes et des biens, pour la lutte contre les incivilités, la propreté urbaine, pour améliorer les services au public, le service public, pour ceux qui en ont le plus besoin, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées. Autrement dit, faire Mont-de-Marsan autrement, ça n'est pas qu'une formule. Faire Mont-de-Marsan autrement, c'est mon engagement. Merci. Madame Dallesec, vous avez 1 minute pour convaincre. Eh bien, nous avons beaucoup parlé de projets, d'investissements. Moi, je voudrais vous parler des hommes et des femmes de Mont-de-Marsan. Nous allons faire une grande cause municipale pour ces 6 prochaines années, c'est la lutte contre l'isolement et la solitude. J'ai rencontré dans nos quartiers beaucoup de personnes isolées, de toutes catégories sociales, et nous avons vraiment besoin de faire ce travail dans une société qui est chahutée aujourd'hui par le brouhaha national et international. Donc nous retrouver, nous souder, nous aider et nous reconnaître comme participant à la même société, je crois que c'est très fort. Et puis, je voudrais parler des hommes et des femmes qui nous entourent et grâce à qui nous pourrons travailler. Ce sont les services de nos collectivités, qui sont des personnes de valeur et de compétences, qui ont été relativement en difficulté et malmenées pendant ces dernières années. Et nous avons besoin d'eux pour faire tout ce que nous voulons mettre en œuvre. Donc, remettre du respect, remettre du calme, remettre de l'apaisement. Et du travail en commun, et nous y arriverons avec calme et mesure. Merci à tous pour ces échanges. Merci d'avoir participé à ce débat. Voilà, vous avez encore quelques jours, plus d'une dizaine de jours même, pour vraiment éplucher les programmes à la lueur de ce qui a pu être dit ici sur ce plateau. Rendez-vous aux urnes le dimanche 15 mars et 22 mars. Nous serons, nous, ici sur ce plateau en direct de Bordeaux pour donner tous les résultats de la Nouvelle-Aquitaine. Et vous, Romain, vous serez sur le terrain à Mont-de-Marsan pour nous donner les résultats
de cette commune, mais aussi des autres. Nous aurons des confrères qui seront à Agen, à Périgueux, à Biarritz, La Rochelle, enfin bref, nous serons un petit peu partout pour vous faire vivre ces élections. Ces résultats seront analysés, ils seront commentés par un politologue qui sera avec nous sur le plateau, c'est Ludovic Renard. Et bien évidemment, on compte sur nos invités pour nous éclairer aussi par rapport à ces résultats. On compte sur vous, soyez au rendez-vous pour revoir ce débat. Eh bien, vous pouvez aller voir sur tv7.com et sudouest.fr. Merci à tous d'avoir été parmi nous et merci pour ces débats très riches. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci.